Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. J'ai imaginé m'en sortir avec ce débunkage. Et bordel que j'en ai pris plein mon cul. Oui, j'enregistre cette introduction à la fin de mon enregistrement parce que je m'attendais pas. J'attendais pas ce qui allait se produire. Je pensais que ça allait être simple, rapide et amusant. Ça a été long, ça a été difficile. J'ai devenir fou. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. C'était de la folie. Je m'attendais pas. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai absolument pas vu venir et ça m'est tombé dessus, mais alors comme la mayonnaise sur les hot dogs quoi. On n'est pas censé mettre de la mayonnaise sur les hot dogs. Et là non, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce débunkage et pénitence, et pourtant je vous assure que ça payait pas de mine. Bref, je suis juste là pour vous prévenir, je suis Julien du futur et je vous préviens. Vous n'êtes pas prêts, je n'étais pas prêt, personne n'était prêt. Bienvenue dans le troisième monde, bienvenue dans la quatrième dimension, bienvenue dans la folie. je peux rien, il y a rien, ça peut pas être décrit autrement. Bienvenue dans un univers de fou. Je ne peux pas, je n'ai pas les mots pour expliquer ce que j'ai lu. Je n'ai pas les mots. Mais bref, pour résumer dans ce truc-là, en gros, ils vont essayer de vous faire passer ça pour un tronc d'arbre géant qui a été coupé au sommet. Et en fait, pour tous les géologues qui se respectent, tout le monde sait que ça, ce sont des orgues basaltiques. Ça se voit à distance, mais en plus, quand on fait les analyses, quand on récolte un échantillon de ce truc-là et qu'on le met sous lame microscopique, enfin qu'on en fait une lame microscopique et qu'on la regarde au microscope, bien polie, au microscope à lumière polarisée, on voit la structure chimique cristalline du basalte, et il suffit de la comparer à un basalte qui vient d'un volcan directement pour constater qu'il c'est juste de la lave, en fait. C'est juste de la lave, et ce que vous voyez là, c'est l'érosion qui a sculpté un pilier de lave. C'est rien de plus et ni moins que ça. Donc ça, ce sont des orgues basaltiques, à l'évidence. On sait comment ça se forme, parce qu'il y a des expériences qui ont été faites déjà sur les orgues basaltiques. Donc là, je vous mets cet article en description de l'univers de la géologie, qui est un très très bon article qui explique pourquoi tout ça est faux. Mais juste, c'est comme l'autre article, là il part dans une autre dimension complètement de la réalité. Je veux juste vous mettre un petit passage où voilà, des expériences de laboratoire ont été présentées en 2018. Les scientifiques ont chauffé des cylindres de basalte microcristallin prélevés au pied du volcan islandais Eyjafjallajökull jusqu'à 980 degrés. C'est la température de son solidus à partir de laquelle il commence à fondre. Ils ont ensuite laissé refroidir tout en maintenant les deux extrémités à une même distance. Ils ont observé qu'entre 840 et 890 degrés, la concentration thermique du cylindre provoque sa fracturation, ce qui donne la forme des orgues basaltiques, la forme hexagonale des orgues basaltiques. Ceci étant dit, toutes les orgues basaltiques n'ont pas cette forme hexagonale, ça dépend de la température à laquelle ils se forment. Vous voyez, ce sont des coulées de lave qui se forment les unes sur les autres, ça c'est visible à Chiac, en France. Ce sont des coulées de lave, et en fait il faut que les coulées de lave soient très épaisses pour garder le basalte à une certaine température pour que les orgues basaltiques puissent se former. Donc en fait, tous les basaltes ne vont pas ressembler à des orgues basaltiques, notamment ceux que vous voyez à la surface. Il faut creuser pour atteindre ces orgues basaltiques. Et creuser, quand ils sont en train de se former, c'est juste pas possible, parce que c'est chaud, par définition. Donc on peut pas aller observer la formation de ces orgues basaltiques en direct, mais par contre, une fois que l'érosion a fait son boulot, on voit les différentes coulées, on voit que le sommet de ces coulées est complètement plat, ce qui explique cette structure, ici plate au sommet, et on voit ensuite, on voit que ces orgues se sont formés par fracturation durant le refroidissement du basalte. Donc ces fracturations hexagonales, là ces colonnes, c'est juste la fracturation du basalte pendant son refroidissement, plutôt lent. Et du coup, vous avez la structure cristalline qui rentre en jeu dans la fracturation du basalte, c'est pour ça qu'il se fracture pas de façon complètement aléatoire. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite mise au point avec vous avant qu'on commence, parce que vraiment, vous êtes pas prêts. Et je ne l'étais pas non plus. Enjoy. Aujourd'hui, on va parler des arbres géants. Oui, parce que y a des gens qui pensent que ça, c'est un arbre géant, c'est un tronc d'arbre géant. En réalité, il s'agit d'orgues basaltiques. Les orgues basaltiques, c'est un phénomène très connu, très répandu.
Ça s'écrit comme ça, orgue basaltique, voilà, comme un orgue, un orgue d'église. Il s'agit en fait de lave en fusion, et quand elle refroidit, elle forme des colonnades, vous savez, un peu comme quand l'argile sèche et ça forme des genres de formes d'hexagones ou de pentagones ou des trucs comme ça. Ça forme des formes géométriques quand l'argile sèche et ça fait des petites craquelures de formes géométriques. Bah là, pareil avec la lave, en fait, la lave qui refroidit proche de la surface forme des orgues basaltiques. Donc ces colonnades que vous voyez là, c'est tout à fait naturel et on sait que c'est un phénomène naturel parce qu'on peut l'observer en train de se former, par exemple au piton de la Fournaise. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour aller trouver des orgues basaltiques. Donc piton de la Fournaise. Évidemment, j'ai pas écrit piton comme il fallait, mais c'est pas grave. Le piton de la Fournaise, vous voyez, à La Réunion, vous avez tout un tas d'exemples ici d'orgues basaltiques. Qui sont visibles à La Réunion. Vous avez une page Wikipédia dédiée aux orgues basaltiques si vous souhaitez en savoir plus. Évidemment, les orgues basaltiques, ça intrigue beaucoup parce que, évidemment, la nature ne forme pas de ligne droite. Si on en croit les complotistes, les créationnistes de tous bords, etc. Bah, si elles forment des orgues basaltiques. Ces orgues basaltiques sont souvent de forme géométrique, comme sur la chaussée des Géants en Irlande. Mais il y a des fois où c'est juste rond, il y a des fois où c'est patatoïde. Donc, bon. Et l'explication la plus courante des formations des orgues basaltiques est celle de la contraction thermique. Lorsque le basalte remonte depuis les profondeurs de la croûte terrestre, la masse solide refroidit. Elle est encore chaude, pas encore structurée, mais déjà solidifiée. Nous dit cet article dans The Conversation, écrit par Bernard Guy, enseignant-chercheur aux Mines Saint-Étienne, Institut des Mines Télécom. The Conversation, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Alors, The Conversation ou La Conversation dans sa version française, c'est une page web qui recense des news, entre autres scientifiques, mais aussi de la politique, etc. Tout est sous licence Creative Commons, donc vous pouvez copier-coller sans aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. C'est écrit directement par les chercheurs. Vous voyez, l'auteur, c'est Bernard Guy. C'est pas un journaliste qui a écrit. En fait, The Conversation vous prend la main en tant que chercheur, je le sais parce que je suis auteur pour The Conversation, ça prend la main, les éditeurs prennent la main les chercheurs, les aident à écrire l'article, mais c'est vraiment le scientifique qui écrit l'article, ou l'expert en politique si vous regardez les articles politiques, etc., etc. Donc The Conversation, c'est un média grand public en fait, c'est supposé être un média grand public, c'est pas si connu que ça, hélas. Mais c'est supposé être un média grand public écrit par les chercheurs avec l'aide des journalistes, et non pas par les journalistes avec l'aide des chercheurs. Aide que les journalistes vont plus ou moins ignorer quand ça arrive. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec The Conversation. Allez voir The Conversation, c'est écrit par les scientifiques pour le grand public. Donc ces orgues basaltiques, finalement, ça résout déjà le problème, c'est-à-dire que, non, c'est pas un arbre géant, ce truc-là, ça s'appelle les Devil's Tower, ça se trouve en Amérique du Nord. Vous les avez rencontrés dans Rencontre du troisième type, par exemple, c'est là qu'a lieu une des rencontres avec les extraterrestres, les Devil's Tower, je crois même que c'est la grosse rencontre du film. C'est très connu, c'est pas du tout un secret. Le fait que ce sont des orgues basaltiques, c'est connu depuis très 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 longtemps, depuis qu'on connaît les orgues basaltiques. On sait que les orgues basaltiques sont d'origine volcanique parce qu'on les voit se former sur des volcans, genre le piton de la Fournaise. Bref, la partie débunkage de cette vidéo est d'ores et déjà finie. Merci, au revoir, abonnez-vous. Donc le reste de cette vidéo, je pense, ça va être de lire cet article, vous voyez qu'il est très très long, ça va être de lire cet article et de rigoler par toutatis. On va rigoler. Non. Ça vient de Top Secret, la vérité appartient à tous, mais pas dans ce magazine. La vérité, vous l'aurez, mais pas ici. Donc à la découverte des arbres géants, nous mettent-ils avec des orgues basaltiques, notre monde est une illusion, il y a eu d'autres cycles, il y a eu d'autres temps, il y a eu le temps des géants. Mais ceci n'en est pas une preuve. Qui a aussi d'autres titres, quand même. Il y a des top secrets, il y a des titres, vous allez voir, qui sont super accrocheurs. Les techniques du rêve lucide. La chiromancie, une science millénaire. Mutilation, il faut le titrer ça. Mutilation, l'étrange créature de la forêt de Brocéliande.
il dit qu'il voit pas le rapport. Dossier OVNI, 1934-1945, rencontre avec les chasseurs de fantômes. Chasseurs de fantômes, OVNI, il dit qu'il voit toujours pas le rapport. Civilisation disparue, l'or du Gobi. Parce qu'on peut pas, parce que l'or n'est pas un minerai qui peut exister tout seul, apparemment, il faut une civilisation disparue. Bruce Lee, les secrets des anciens maîtres. Ah, c'est vrai que Bruce Lee, ça remonte au moins à 1000 ans, hein. C'est les secrets millénaires des anciens maîtres, Bruce Lee. Les Men in Black, les hommes en noir, le phénomène des Hatman. Ça, il y a des gens qui lisent ça, hein. Il y a des gens qui payent 7 € pour lire ça. C'est sorti quand? C'est sorti en mars 2017, hein. C'est pas vieux, hein. C'est février-mars 2017, c'est pas vieux du tout. Ça se vend au Canada, en Belgique, Luxembourg, enfin tous les pays francophones. C'est ouf. C'est absolument ouf que des gens lisent ça. Mise en garde. Certains lecteurs pourraient être décontenancés par les informations véhiculées par ce dossier. Les questions soulevées ici, aussi pertinentes soient-elles, j'en doute, doivent donc être abordées avec beaucoup de recul de la part du lecteur et considérées comme des hypothèses de travail et de réflexion. Il n'est donc pas inutile de souligner que ces informations sont à prendre avec la plus extrême prudence. C'est la façon polie de vous expliquer, vous êtes sur le point de lire de la merde. C'est une façon très très polie de vous expliquer, non mais, j'ai écrit l'article, mais j'y crois pas. J'en crois pas un mot. Je sais que c'est des conneries, mais que voulez-vous, il y a des auteurs, faut bien qu'ils mangent. Comme le dirait Bruno Salomon. Il y a des auteurs, il faut bien qu'ils mangent, et voilà. Donc j'ai écrit ça, j'en suis pas très fier. Mais bref, c'est magnifique. C'est prodigieux de commencer un article comme ça par ce qui est expliqué ici va être de la merde. Voilà, n'en croyez pas un mot, je vous en supplie, mais voilà. Ici repose la dignité journalistique. Et surtout, j'aimerais qu'on prenne une petite minute de silence pour tous les gens qui ont acheté ça, hein, qui ont payé ça 7 €, et il y a écrit dessus, c'est des conneries, n'y croyez pas. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour ces gens-là. Mettez sur pause et prenez une minute de silence. Combien l'ont fait ? Mettez en commentaire combien l'ont fait. Minute de silence pour tous ces gens qui ont payé 7 € pour lire un truc qui commence par « N'y croyez pas, c'est des conneries ». On commence donc. À la recherche des arbres géants, nous avons tous connu, enfants, ces vieilles histoires de contes de fées pleines de châteaux peuplés de princesses et dressés de donjons. Ces histoires, on nous les racontait à l'école, dans les petites classes, où nos parents nous lisaient à la douce lumière d'une lampe de chevet, assis au bord de notre lit pour nous endormir. Il s'agissait d'histoires où les héros étaient des personnages fantastiques qui vivaient dans un environnement surdimensionné et où régnaient des géants. Si les auteurs de ces vieux contes glissaient dans leurs récits une leçon morale exemplaire pleine de bravoure et de sentiments chevaleresques, qu'en est-il du fond légendaire ? Ces histoires, on le sait, qui est on, s'inspire souvent des mythes d'autrefois, des vieux textes sanscrits, des vieux textes sanscrits, mais aussi de la Bible qui nous parle d'un temps où les géants vivaient sur Terre. Tiens, encore un endroit où on va prendre pour argent comptant les textes de la Bible. Ces histoires d'arbres géants, on trouve ça à 2 endroits. On trouve ça quand j'ai quand même fait un petit peu de recherche, mais juste vraiment pas beaucoup parce que ça tenait pas debout plus de 15 secondes. Vous avez vu, c'est évident que c'est des orgues basaltiques, mais bref. Ces histoires d'arbres géants, il y a que les créationnistes qui les reprennent parce que ça prouve l'existence des géants. Vous voyez, si les arbres étaient géants, c'est que les gens étaient géants, évidemment. Ça coule de source, hein, je veux dire. Les arbres géants n'existent que pour justifier l'existence de gens géants. Et il y a les platistes. Mais alors ça, les platistes, j'ai pas compris le rapport. Les platistes kiffent ces histoires d'arbres géants, mais je comprends pas la logique. Parce que, je sais pas. Il y a des arbres géants, donc la Terre est plate. J'imagine que la logique, c'est, il y a des arbres géants, on nous cache la vérité, donc on nous ment, donc la Terre est plate. Mais... j'ose espérer qu'on va nous l'expliquer là-dedans, mais je vois pas le rapport. Dans les contes de fées, les géants ont presque toujours en possession des trésors technomagiques ou des secrets qu'ils gardent jalousement. On se souvient de Jacques et le haricot magique, c'est-à-dire au moins pour une fois ils citent leur source. Hein. Après, Jacques et le haricot magique, je sais pas si c'est scientifiquement valide comme source, mais au moins pour une fois ils citent leur source. Adapté par le cinéma où le héros, grâce à une simple graine, parvient à faire pousser un arbre géant. En escaladant cet arbre, il va vraiment nous refaire toute l'histoire de Jacques le haricot magique.
Cet arbre jusqu'au sommet qui atteint le ciel, Jacques découvre une terre inconnue habitée par un ogre. Au cours de cette aventure épique, il a réussi à lui voler ses trésors. Jacques est parfois comparé avec le Jacques tueur de géants qui est au temps de roi Arthur utilisa la ruse pour les vaincre. Reste à définir la raison pour laquelle ces géants sont toujours aussi nuisibles. En fait, selon certains chercheurs, ces mythes, certains chercheurs. Là par contre, dès qu'il faut commencer à toucher un petit peu à quelque chose de sérieux, c'est on, pronom indéfini, et ça restera aussi indéfini que possible, et certains chercheurs. Alors est-ce que, si c'est des chercheurs au CNRS, ça va, mais alors si c'est des chercheurs de véritude, là par contre, les fameux chercheurs de véritude du net, là par contre on vous dira pas lequel de ces chercheurs on est censé citer à cet endroit-là. Ces mythes qui passent pour des histoires à dormir debout, ou en l'occurrence à faire dormir vos enfants, prendraient leur source dans une mémoire collective gardienne d'une histoire cachée de notre monde. Il s'agirait de souvenirs appartenant à l'inconscient collectif et qui se manifesteraient au monde tout en finesse. Ah oui, oui, ça c'est fin ça. C'est fin comme du gros sel dans une poivrière à moutarde pleine de sucre, j'ai envie de dire. Parfois, par l'intermédiaire de personnes douées pour les contempler, et les retranscrire sous forme de fables en usant de paraboles sous le voile de contes pour enfants nous parlant du monde qui autrefois était différent. Mais c'est pas une phrase, ça. Ça aurait dû être une virgule à la fin de Tout en finesse, bon bref. C'est bizarrement écrit. Des histoires qui commencent par « Il était une fois », un terme qui, contrairement à ce qui peut paraître, établit clairement la réalité des faits qui seront révélés tout au long du récit. Je vous invite à admirer le niveau de logique dès l'introduction. Si ça commence par « il était une fois » et non pas « il serait une fois », alors ce sont des faits. Il y a des gens qui ont payé 7 €. Je pense que je vais le rappeler très souvent, qu'il y a des gens qui ont payé 7 € pour lire ça. On cite Philippe Cadic. J'ai vu marquer Philippe Cadic. Ne salissez pas la mémoire de Philippe Cadic, par pitié. Grand maître de la science-fiction devant l'éternel. Par pitié. Non, je refuse. L'histoire disparue de la Terre ressurgirait-elle dans l'esprit de certains auteurs inspirés? Philippe Cadic, célèbre auteur de science-fiction, parle de souvenirs récupérés, certifiant que ses œuvres fictionnelles étaient vraies, issues de rêves enfouis dans son subconscient. Alors, je sais pas s'il a lu Philippe Cadic avant d'écrire son truc, mais il y a quand même une de ses histoires, il y a une de ses nouvelles, c'est dans le même livre que Blade Runner. Dans le même recueil de nouvelles que là où se trouve la nouvelle qui a inspiré le film Blade Runner, il y a une histoire de castor qui parle. Véridique. Il porte un petit chapeau melon, le papa castor. Il y a une histoire de castor qui parle. Et c'est des souvenirs, ça aussi, ou... Est-ce qu'ils étaient géants, les castors? En plus, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est de la science-fiction, enfin c'est des souvenirs, donc par définition quelque chose du passé, qui ressurgirait du futur. T'aurais pu au moins prendre Tolkien, quitte à salir un auteur admiré du grand public. T'aurais pu au moins prendre Tolkien, voilà, quelqu'un qui a créé un monde d'heroic fantasy, et donc par définition inspiré plutôt du passé. À la limite, quitte à prendre de la science-fiction, t'aurais pu prendre George Lucas, qui fait dérouler son histoire il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais pourquoi prendre Philippe Cadic? Je comprends pas. Là, il y a des décisions narratives dans cette histoire d'arbre géant qui commencent déjà à poser des questions très sérieuses sur la santé d'esprit des gens qui veulent bien croire ces histoires. Un monde fabuleux, antérieur au nôtre, peuplé de géants et d'architecture grandiose, aurait-il été détruit au point qu'on en ait perdu non seulement le souvenir, mais aussi la trace. Et surtout, il aurait été détruit à tel point que même qu'on arrive à retrouver des dinosaures, mais qu'on n'arrive pas à retrouver aucune trace sérieuse de ces géants. Ça serait quand même assez ouf, hein. D'autant que là, quand il parle de ces géants millénaires, bah c'est des géants qui sont seulement millénaires, hein. Moi et mes thérapsies de 250 millions d'années, je t'avoue qu'avec tes géants millénaires, on n'est pas impressionné, hein. Très honnêtement.
ça remonte à pas loin, quelques millénaires, hein. On devrait avoir des traces de ça, et s'il y a aucune trace de ça, c'est qu'il va peut-être falloir envisager la possibilité que, éventuellement, ça n'a jamais existé. Si on retrouve pas de traces de ça, mais plein de traces d'autres choses, qui sont censées avoir le même âge, qui n'ont pas plus de raison d'avoir été préservées que la première, que les géants, pourquoi est-ce que, éventuellement, on n'envisagerait pas l'idée que, en fait, ces histoires de géants, c'est des conneries? Point d'interrogation. Il n'en resterait que le récit épique de nos légendes. C'est une phrase, ça? Il n'en resterait que le récit épique de nos légendes. Ah bon. Donc la trace des géants. Certains chercheurs ont déjà évoqué cette possibilité, toujours les chercheurs, on ne saura toujours pas si c'est des chercheurs de Véritude ou du CNRS. Je me souviens de mon étonnement, donc je vous raconte une anecdote personnelle qui n'a aucune valeur de preuve. Je me souviens de mon étonnement en lisant pour la première fois l'hypothèse selon laquelle certaines montagnes et autres grands rochers du monde ressemblaient en fait à des cités vitrifiées appartenant à un autre âge. Et je me souviens certainement ne pas avoir fait plus de recherches que ça pour me rendre compte qu'en fait c'était juste des cailloux, un point c'est tout. Robert Charroux, un nom qui revient un peu souvent quand il s'agit de Bullshitus tartinus, bien étalus sur ton anus. En fait, Robert Charroux en fait mention avec quelques arguments photographiques, des photos floues on appelle ça. Dans l'un de ses livres, un article dans une revue oubliée a également retenu mon attention sur ces fameuses cités et forteresses pétrifiées que Robert Charroux décrivait. La question qui demeure, c'est comment de tels ouvrages de roches et de pierres élevées ont-ils pu être pétrifiés ou vitrifiés? Non, la vraie question c'est, s'agit-il de véritables cités pétrifiées et vitrifiées? Ceci étant dit, on attend encore l'histoire des arbres géants, hein. Là on nous parle de cités, donc publicité mensongère j'ai envie de dire. Donc Harry Potter et la liane magique, le chasseur de géants, et le livre de Robert Charroux. Ah bah tenez, là il le met. Devil's Tower aux États-Unis a-t-elle inspiré l'intrigue des films Rencontre du troisième type de Steven Spielberg? Et si oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi la Devil's Tower aux États-Unis a-t-elle inspiré toute l'intrigue du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg? Et une fois qu'on vous aura dit, bah parce que c'est marrant comme montagne, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Sérieusement. Ah ouais, mais c'est un livre avec... C'est un film où il y a des extraterrestres, comme par hasard. 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 Certains chercheurs de vérité... Ah bah ça y est, là, c'est bon. Le doute est dissipé, voilà. C'est pas les chercheurs CNRS, c'était les autres. Les chercheurs de véritude, les fameux. Vous savez, ceux qui cherchent sur Internet, sur Google. Les chercheurs de véritude sur Google et dans les tabloïds, qui dans les années 70 cherchaient dans les tabloïds bon marché, les titres racoleurs, etc., etc. Oh là 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 là. Et c'est un penalty contre l'équipe des géants, hélas. Oh mais ça va être une vraie raclée, mon cher Jean-Mimi. Certains chercheurs de vérité, le mot est lâché, affirment, sans autre forme de procès, ils affirment, paf, tac. On va pas chercher à avoir de la subtilité ou employer du conditionnel. Nous, c'est « il était une fois ». Voilà, donc on affirme que c'est vrai. Hein, donc c'est « il était une fois » une fille qui avait des cheveux tellement longs qu'on pouvait grimper tout en haut de la tour en escaladant ses cheveux. C'est vrai, c'est la vérité. Réponse, c'est un documentaire. Voilà. Tous les dessins animés Disney sont des documentaires. Exactement. Exactement. Certains chercheurs de vérité affirment que ce sont des géants qui ont édifié ces monuments. Mais oui, évidemment. Il y a des gros cailloux, ça peut être empilé que par des gros gens. Hein, rappelez-vous la logique élémentaire. On ne peut pas soulever des gros cailloux si on n'est pas un gros gens. Hein. Il n'existe pas de moyen de soulever des gros cailloux quand on est un petit gens. Donc, je vous présente ici la page de NewTech. NewTech qui avait fait un débunkage de la révélation des pyramides hilarant. Je reviens très souvent à cette page, parce que dans cette page, il y a une vidéo où on voit une personne seule, absolument seule, déplacer des cailloux gigantesques, juste à la puissance de son intellect. Voilà, je vous mets le passage immédiatement, où on voit cette personne, juste avec de l'ingéniosité, en fait, cette personne seule déplace des gros rochers.
Donc vous voyez, il a réussi à soulever cet énorme monument de pierre là, gigantesque. Donc et tout ce qu'il fait en fait, c'est légèrement basculer le truc d'un côté, insérer une cale, légèrement basculer le truc de l'autre côté, voilà, insérer une cale, et ainsi de suite. Regardez là, donc il bascule, il insère une cale, bim. Ensuite il bascule de l'autre côté, il insère une autre cale, et ainsi de suite, et comme ça, il va réussir à soulever le truc, le rocaillou, hein, le rocaillou que si on est géant, on peut pas le soulever. Il a réussi à soulever le rocaillou pour le mettre à une hauteur qui permet de recréer une sorte de Stonehenge. Voilà, il a réussi à dresser aussi un énorme pilier à lui tout seul. Encore une fois, hein, juste à force d'ingénuité, et juste avec du bois et de la corde. Vous savez, c'est aussi un des arguments qu'on peut pas réussir à accomplir ce genre de choses, juste avec du bois et de la corde, et il arrive à faire ça, évidemment, parfaitement niveau. Voilà. Tout ça, tout seul. Donc, ouais, non, l'argument, faut forcément être un géant pour soulever des rocailloux, faut forcément être un peu crédule pour s'imaginer que ça vaut quelque chose. Les mythes nous rapportent en effet que des dieux géants ont bâti des cités ainsi que des forteresses et qu'ils disposaient à l'époque de nombreuses armes redoutables capables de faire fondre la roche elle-même. De la folie. En interrogeant quelques amis sur la question des géants, je me suis rendu compte que la majorité d'entre eux étaient enclins à accepter l'idée que leur existence dans une primo-histoire lointaine et oubliée. J'ai demandé à des copains, ils m'ont dit que j'avais raison, donc j'ai raison. Mais oui, la fameuse bulle dans laquelle vous vous enfermez, vous savez, c'est forcément les gens qui sont capables de vous contredire, vous avez coupé les ponts avec eux, hein, depuis longtemps, à part si c'est votre famille éventuellement et que vous n'avez pas d'autre choix que d'être pote avec eux. Mais évidemment que si vous demandez à votre petite bulle de gens sélectionnés avec qui vous êtes capable de bien vous entendre, si vous leur demandez s'ils sont d'accord avec vous, la probabilité est qu'ils vont probablement être d'accord avec vous, autrement ils feraient pas partie de votre bulle. Donc là, on est sur l'argument de popularité bas de plafond. En dehors des monuments antiques relevant de l'art du gigantisme architectural et dont on ignore encore le mode de fabrication et de construction, oui, parce que les monuments antiques dont on connaît les secrets de fabrication, ça par contre, ils font pas partie des théories. Hein. Il y a que les monuments antiques dont on connaît pas les secrets de fabrication. Vous voyez, genre les pyramides. Les pyramides, ça c'est un monument antique dont on ne connaît pas le secret de fabrication. Enfin, du moins, quand on est un chercheur de véritude et qu'on ferme suffisamment les yeux en ignorant complètement, totalement, et ce que disent les archéologues et en les qualifiant d'escrocs, évidemment, en insultant les archéologues et en disant que ce sont des escrocs, on arrive suffisamment à ignorer comment les pyramides ont été construites. Voilà, on arrive, c'est bon, je vois rien, j'entends rien, je veux rien comprendre. Bon, quand il s'agit de monuments antiques, genre le Colisée de Rome, bon, qui est autrement plus jeune, hein, je le conçois. Mais quand il s'agit de monuments antiques, genre le Colisée de Rome, dont on sait très bien comment il a été construit, ou le Parthénon, dont on sait très bien comment il a été construit, là, tout de suite, ça devient plus chiant. Effectivement. Ça devient un peu plus chiant de construire des théories bullshit autour de ça. Puis alors, quand on quitte l'Antiquité et qu'on va sur des merveilles architecturales autrement plus compliquées à établir, comme les cathédrales, par exemple, bah alors là, c'est fini. Je veux dire, on a de la documentation qui nous dit exactement comment on a fait. Je veux dire, comment voulez-vous établir une théorie bullshit autour de ça? Non, vaut mieux retourner à des monuments antiques, vous voyez, où là, il n'y a pas de documentation, il y a pas plus de raison de penser qu'une pyramide, c'est-à-dire un empilement de cailloux en triangle, a été fait par autre chose que des êtres humains, que les cathédrales. Je veux dire, les cathédrales, comme je le dis, c'est hautement plus complexe qu'une pyramide. Donc il n'y a pas plus de raison de penser qu'une pyramide a été faite par autre chose que des êtres humains que pour une cathédrale. Mais pourtant, comme on a perdu le mode d'emploi, comme les Égyptiens, même les Égyptiens eux-mêmes 2000 ans après, hein, à l'époque de Cléopâtre, on avait déjà perdu le mode d'emploi. Donc comme on a perdu le mode d'emploi, on a perdu la notice, voilà, comme ton micro-ondes. On peut établir, là, il y a un degré de liberté dont on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et voilà. Et c'est ça qui est fantastique avec le complotisme et le bullshit, la bullshitosaurus rex. C'est que dès qu'il y a un petit vide quelque part, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est bien. C'est génial. Donc bref, les pyramides, les chercheurs de vérité estiment qu'il y a d'autres indices attestant que la Terre porte effectivement les stigmates témoignant de l'ouvrage des géants, mais aussi d'un environnement terrestre adapté à leurs mesures. Ah, ça y est, l'introduction des les grands arbres.
Les grands arbres, parce que je rappelle, on est à la page numéro 2, on n'a toujours pas parlé des grands arbres. Il existe un peu partout sur Terre des formations rocheuses que les géologues considèrent comme absolument naturelles. Alors, je t'annonce tout de suite. Si c'est des grands arbres, même en partant du principe que tu as raison, hein, même en partant du principe que tu as raison, des grands arbres pétrifiés, ça reste naturel. Je sais pas quelle est ta définition d'artificiel, mais elle est fausse. Si tu crois qu'un grand arbre pétrifié, c'est pas naturel, alors ta définition d'artificiel est fausse. Et ta définition de naturel aussi, d'ailleurs. Donc fais attention, les mots, ils ont un sens. Faut faire attention, c'est important. 7 € qu'ils ont payé, les gars. 7 € pour lire quelqu'un qui dit qu'un arbre géant pétrifié, ce serait pas naturel. Bref. Alors peut-être que je fais un mauvais procès, peut-être que le reste de la phrase est pas si bête que ça. Il existe un peu partout sur Terre des formations rocheuses que les géologues considèrent comme absolument naturelles, mais dont les aspects structurels très particuliers rappellent étrangement des formes qui nous sont familières. Étrange, le mot étrange est lâché. Je pense notamment à cette structure appelée Devil's Tower, qui surplombe la vallée de l'état du Wyoming aux États-Unis, offrant un panorama grandiose à la vue de tous les visiteurs et voyageurs empruntant la route mythique 66, à y regarder plus près, avec l'esprit ouvert, putain, l'ouverture d'esprit, l'excuse la plus pathétique pour la fermeture d'esprit, c'est de dire gardez l'esprit ouvert. Allez vous faire... Je l'avale, je le garde. J'ai horreur des gens qui appellent à l'ouverture d'esprit, ça me gave. Mais ça me gave. À chaque fois qu'on te dit garder l'esprit ouvert, c'est genre donc les scientifiques sont fermés d'esprit, hein, puisque encore une fois on s'oppose aux chercheurs, hein, c'était la phrase du dessus, hein, donc j'invente rien là. On s'oppose aux chercheurs en disant oui mais nous on a l'esprit ouvert. Mais non, t'as pas l'esprit ouvert, c'est juste c'est une poubelle ton esprit en fait, c'est ouvert mais comme une poubelle reste ouverte pour accueillir tout et n'importe quoi. C'est pas de l'ouverture d'esprit ça. L'ouverture d'esprit c'est quand t'es ouvert à la possibilité que oui ces formations rocheuses seraient des orgues basaltiques et n'ont rien à voir avec des arbres. Là, t'es fermé d'esprit à cette explication, tu ne veux pas entendre l'avis des géologues, le fameux avis des géologues, vous savez, ceux qui, quand il s'agit de cailloux, savent de quoi ils parlent. Vous savez, c'est leur métier. C'est leur métier, ils dédient leur vie à ça, c'est leur métier, c'est leur passion. Et eux-mêmes ont appris des plus grands, c'est une tradition de géologie qui date de plus de 200 ans, hein, une tradition de pas s'arrêter à l'explication à la con la plus simple, mais d'aller plus loin, d'aller au fond des choses, d'aller voir le piton de la fournaise pour constater que ce sont des orgues basaltiques et que c'est la même chose qu'à Devil's Tower. C'est vous qui êtes fermés d'esprit. C'est vous. C'est pas les scientifiques. C'est les chercheurs de vérité. Quand on leur montre la vérité, ils détournent leur regard. Vous savez, non, j'ai pas vu, je veux pas savoir. Bah, tu veux pas savoir, t'es fermé d'esprit. Moi, j'ouvre mes chakras à la possibilité que ce soit un arbre. Tu me montres quoi? Des orgues basaltiques. Ah bah, je suis désolé, mais là, j'ai ouvert mes chakras et tu m'as rien donné, là. Tu m'as rien donné. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je pensais qu'on allait rigoler, et puis en fait, non, on rigole pas. J'aurais dû faire un débunkage et pénitence de ce truc-là. J'aurais dû. Je pense notamment à cette structure appelée Devil's Tower qui surplombe blablabla, en y regardant de plus près, avec l'esprit ouvert, entre grosses guillemets, hein, l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, ça veut dire en acceptant que j'ai déjà raison avec mon explication d'arbre géant, hein, en gardant l'esprit ouvert au fait que c'est moi qui ai raison. Cette montagne, prétendument formée par des roches ignées, ressemble à s'y méprendre à la souche d'un arbre géant pétrifié. Alors, c'est prétendument formé par des roches ignées. Donc, igné, qui est la traduction de igneous en anglais, qui veut dire roche, d'origine volcanique, basaltique. Donc, il le sait, le gars, en plus. Le gars, il le sait, et il vous ment. Aucun problème. Il est au courant, le gars, que c'est des orgues basaltiques en plus. Mais quoi? Mais quoi? De quoi? Pourquoi? Tu le sais que c'est de la lave? Et tu dis... Et donc, il balance du jargon, hein, parce que roches ignées... Je veux dire, il y a 1 million de façons de traduire roche ignée, enfin, igneous rocks, en anglais. Il y a 1 million de façons de le traduire que le commun des mortels francophones comprendra. Donc, comme je le dis, lave, magma,
basalte. Je sais que tous ces mots sont pas exactement synonymes, mais je parle pour le commun des mortels, hein, évidemment, on fait de la vulgarisation, quoi. Donc, lave, magma, basalte, roche volcanique. Tout ça, c'est globalement synonyme de roches ignées, et ça vous permet de tout de suite communiquer l'idée que l'origine est volcanique. Et au lieu de ça, l'auteur choisit délibérément d'employer le terme jargonneux et probablement un barbarisme anglais, mais qui suis-je pour juger de ce qui est réellement un barbarisme anglais, vu que j'en fais tout le temps. Donc, il choisit ce terme jargonneux et probablement pas réellement français, de ignier. Et pourquoi il le choisit? Parce que ignier, personne connaît. Si vous avez pas fait au moins SPSVT en terminale, et je crois que ça n'existe même plus aujourd'hui, SPSVT en terminale, mais bref, si vous avez pas fait au moins SPSVT en terminale quand vous étiez au lycée, il est probable que vous n'ayez jamais, au grand jamais, été exposé au concept de roche ignée. Levez la main ceux qui ont été exposés. Probablement les mêmes que ceux qui ont fait une minute de silence tout à l'heure. Bref, son apparence inhabituelle a donné naissance à de nombreuses légendes. Ah, évidemment, s'il y a des légendes, c'est super mystérieux. Hein. S'il y a des légendes, qui suis-je pour accepter l'explication scientifique, hein, encore une fois. Hein. D'ailleurs, en 1977, la tour du diable fut utilisée pour la scène finale du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Si ça c'est pas la preuve qu'il y a anguille sous roche, mec. Si ça c'est... franchement, je pensais qu'il y avait un niveau 0 aux preuves, à ce qu'on pouvait considérer comme une preuve, mais là on est en dessous, là on creuse. On creuse, là on cherche du pétrole, là. Hein. Du pétrole noir et bien sale, là. En interrogeant mes proches, encore une fois, hein, en allant poser des questions aux gens qui ont de fortes probabilités d'être d'accord avec moi sur cette structure, je me suis aperçu que quelques-uns croyaient qu'il s'agissait d'une œuvre imaginaire du réalisateur pour son film, comme l'a été le Big Thunder Mountain à Disneyland, conçu pour une célèbre attraction de montagne russe, ou le rocher du parc des Buttes de Chaumont à Paris, ou encore comme le grand rocher du zoo de Vincennes, qui eux sont totalement artificiels. Elle était longue cette phrase. Donc on vous montre une photo de Disneyland, et on vous montre des cailloux. Hein, voilà, le Red Rock State Park. Et ça, c'est bien, je suppose, j'en sais rien. Et ça, c'est censé vous convaincre de quelque chose, mais je vois pas quoi. Devil's Tower au Wyoming existe vraiment pour ceux qui en douteraient encore. Il a été formulé un certain nombre d'hypothèses sur cette formation géologique hors norme, je veux bien le croire. Dans le milieu scientifique officiel, les chercheurs de vérité, les vilains contre les vilains scientifiques officiels, les vilains scientifiques qui répandent des mensonges pour vous cacher la vérité. Dans les milieux scientifiques officiels, vous savez, les gens qui savent pas de quoi ils parlent parce que c'est pas leur métier de savoir ces choses-là, Devil's Tower serait une lacolite. Remarquez encore une fois l'usage d'un terme jargonneux que personne ne connaît, résultant d'un jaillissement de magma en provenance des profondeurs de l'écorce terrestre. Et remarquez l'usage de 3 petits points pour ridiculiser l'hypothèse à la fin, évidemment. C'est genre point de suspension, c'est littéralement ce que ça veut dire, hein. Je suspends, voilà. Je laisse suspendue cette explication en disant « Oh, dans le milieu scientifique officiel, Devil's Tower, c'est une lacolite résultant d'un jaillissement de magma en provenance des profondeurs de l'écorce terrestre. » Ces géologues, ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent quand il s'agit de cailloux, n'est-ce pas? Je me gausse de cette explication. Pour les chercheurs de vérité, alors là, ça change tout. Cette explication est difficilement acceptable. Oui, on n'a jamais vu de l'acolite, on n'a jamais vu d'orgue basaltique. Vous voyez, l'emploi de l'acolite au lieu d'orgue basaltique. Encore une fois. Le jargon, exprès de tartiner du jargon pour susciter l'incrédulité. Pour la simple raison, alors là je suis curieux. C'est difficilement acceptable pour les chercheurs de vérité, là je suis curieux. J'ai pas lu l'article, je suis curieux de ce qui va sortir là. Pour la simple raison que les formations de coulées de lave ne présentent jamais l'apparence géophysique, entre guillemets, parce que j'ai voulu employer un mot savant, mais je suis pas sûr de ce que ça veut dire, alors j'ai mis des guillemets, jamais l'apparence géophysique que l'on observe avec la tour du diable. On n'observe jamais
Les coulées de lave ne présentent jamais l'apparence que l'on observe avec la tour du diable. Ah, bullshit! Bullshit! Je me permets de vous remettre le Python de la Fournaise et ses orgues basaltiques. Aucun doute quant à l'interprétation de ce qui se trame par ici, bien sûr, hein. C'est même pas des photos de géologues, hein, ça, c'est juste des photos de vacances. Hein? Donc c'est les vacanciers qui vont au Python de la Fournaise et qui observent les orgues basaltiques. Voilà. Bon, elles sont là. C'est la même chose, c'est les mêmes colonnades que vous voyez ici et qu'on voit aussi à la Devil's Tower, vous voyez, les orgues basaltiques. On a évidemment d'autres formations, comme la chaussée des géants, hein, la fameuse chaussée des géants en Irlande. La chaussée des géants en Irlande, c'est aussi de l'orgue basaltique. Alors elles sont vachement plus jolies que celles du Python de la Fournaise. Tout ça, c'est de la roche volcanique et on le sait parce que, cette roche, elle a une composition chimique qu'on sait analyser. Hein. Donc pour les chercheurs de vérité, on a choisi de fermer les yeux sur le fait qu'on a trouvé ces coulées de lave à côté d'un volcan. C'est ça qu'il est en train de nous dire. On a trouvé ces coulées de lave à côté d'un volcan et on a choisi d'ignorer complètement ce que c'était. Il est vrai que la tour nous fait penser à une souche d'arbre géant. Oui, ça s'appelle une pareidolie, merci, au revoir. Dans le livre des Secrets trahis, 1966, Robert Charroux nous parle de très anciennes cités vitrifiées. Peut-il s'agir d'anciens vestiges édifiés par des géants dans l'Antiquité et qui ont forgé nos mythes actuels? Alors, je sais pas, mais ça, ce que tu nous montres là, ça s'appelle du grès. Ça, c'est du grès sculpté par l'érosion. Ça ressemble même pas vaguement à des ruines antiques. Mais genre, même pas vaguement. Il est vrai que la tour nous fait penser à la souche d'un arbre géant que l'on aurait coupé soigneusement à l'aide d'une tronçonneuse. Ouais, soigneusement, faut le dire vite, hein. Faut le dire vite quand même, hein. Le mec qui a tronçonné ça, il était un peu bourré, hein. Très honnêtement. Et si c'était, écoute-moi, et si c'était l'érosion, encore une fois. L'érosion, après tout, ça bouffe la roche, hein. Et si c'était l'érosion? Il va sans dire que le bûcheron devait être gigantesque. Bah oui, évidemment. S'il y a un gros arbre qui a été coupé, c'est évidemment par un gros monsieur. Mais oui, bien sûr, un gros arbre, un gros monsieur comme ça, il est grand, il est comme ça. C'est un sketch. Par pitié, dites-moi que c'est un sketch. Ça a été dit. Voilà, le mot est lâché. Si c'est un gros arbre, si les géologues ont tous tort, si les chercheurs de vérité ont raison, s'il s'agit bien d'un grand arbre et s'il a bien été coupé avec une tronçonneuse, alors le mec qui tenait la tronçonneuse, ça devait être un gros monsieur. Si. Oui. Ah bah oui, évidemment, bah oui. Si la Terre est une balle de golf, alors il y a des géants qui jouent au golf. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Si l'univers est un pancake, alors ce pancake a été cuisiné par une cuisinière géante. Oui. C'est vrai aussi. Mais bon. Avec des si, vous savez. Ce qui surprend, c'est la connerie de cette hypothèse. Pardon. Ce qui surprend, ce sont ces sillons verticaux, aux angles réguliers. Ah, ouais, aux angles réguliers. Amen. Parce qu'évidemment, dans la tête des chercheurs de véritude, les formes régulières, ça n'existe pas dans la nature, c'est impossible. C'est impossible. Dois-je vous rappeler l'existence de ce magnifique brin d'herbe dont j'avais parlé la dernière fois, qui fait un cercle complètement régulier. Vous savez, c'est un brin d'herbe crevé qui est ballotté par le vent et qui du coup fait comme un compas et dessine un cercle complètement parfait, du coup. Dois-je vous rappeler l'existence de la pyrite, ce cristal parfaitement cubique dans sa forme naturelle? Donc, mais oui, mais dans la tête des chercheurs de véritude, ce genre de forme géométrique n'existe absolument pas, ça a forcément été conçu. Édifiées telles des colonnes géantes, elles semblent s'étirer en formation avec une géométrie organisée où brusquement elles s'interrompent par un sommet plat en flat top. Comment expliquer que l'on puisse trouver à la surface de l'immense plateau de telles formes géométriques? La réponse est habituellement
La réponse habituelle que la science nous sert est la suivante. La nature utilise la façon universelle des formes pour construire ses chefs-d'œuvre. C'est pas ça l'explication. De mon point de vue, c'est peut-être juste de l'enfumage. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Il vient de traiter les géologues de menteurs. Va te faire foutre. Voilà, tu le mérites. Tu le mérites. La nature utilise de façon universelle ces formes pour construire ses chefs-d'œuvre. Vous connaissez la technique dite de l'homme de paille. Vous savez, quand vous attribuez à quelqu'un d'autre un argument de chiotte pour ensuite le contrecarrer plus facilement. Bah là, c'est même plus un homme de paille à ce niveau-là, il a même pas construit le bonhomme en paille. Aucun scientifique n'a jamais répondu ça. La nature utilise de façon universelle ces formes. Non, ce que les scientifiques disent, et ce qui est dit dans The Conversation, hein, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est la contraction. L'explication la plus courante de la formation des orgues basaltiques est celle de la contraction thermique. Voilà, c'est la contraction thermique. Quand ça refroidit, ça se contracte, et ça casse, en fait, durant la formation, ça perd en volume, et du coup, ça casse au niveau des zones de faiblesse, et il se trouve que les zones de faiblesse, parce que le basalte a une structure cristalline, pas très très fortement cristalline, puisque c'est du basalte quand même, mais c'est quand même formé de cristaux, ça forme plus une pâte de verre, mais bref, passons sur les détails, mais bref, le basalte a une structure cristalline qui fait que quand ça se contracte, en fait, ça va avoir des zones de cassure très particulières qui sont justement de forme géométrique, ce qu'on voit très bien à la chaussée des géants. Ceci dit, encore une fois, ce n'est pas le cas de toutes les orgues basaltiques. Vous avez vu sur celle du Piton de la Fournaise, c'est beaucoup moins évident. Les orgues basaltiques, des fois, ça peut être juste des patatoïdes très irréguliers. Vous voyez d'ailleurs ici les irrégularités. Hein, faut quand même avoir les yeux de la foi pour voir des formes ultra régulières ici. C'est déformé, ça va dans tous les sens. Regardez là, regardez ici, là, à la base. En haut, ok, c'est relativement régulier, mais alors à la base, c'est un beau bordel. Hein. Donc, faut arrêter de fantasmer sur des formes régulières quand elles le sont pas, en fait. On voit sur cette photo de la Devil's Tower, prise à sa base, qu'il est difficile de croire que sa formation originelle vient du jaillissement d'une lave en provenance du manteau terrestre. Mais tu es un menteur, très cher, puisque la base, ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à ça. Ça, c'est pas la base. Ça, c'est le sommet. Ça, c'est là où justement le refroidissement était un peu différent. Il faut aussi une température particulière pour former des orgues basaltiques. C'est évidemment que ça se forme pas dans toutes les conditions. Donc non, c'est tout à fait le refroidissement et tout à fait un mensonge de dire que ça ressemble à ça à la base en plus. De fait, jamais aucun géologue ou volcanologue, je redoute comment va finir cette phrase. Jamais aucun géologue ou volcanologue, et qu'est-ce qu'il va dire après? De fait, jamais aucun géologue ou volcanologue n'a observé un tel phénomène aussi remarquable. Sauf dans les volcans modernes. Sauf au Piton de la Fournaise. C'est le principe d'actualisme, mec. On sort pas les choses de nulle part. Les géologues, de manière générale, ne sortent pas les choses de nulle part. On n'a pas regardé, les géologues n'ont pas regardé la Devil's Tower en se disant, bah oui, c'est du basalte. Évidemment que c'est du basalte. Ben non, les géologues, ils ont regardé la Devil's Tower, ils ont dit, ça ressemble vachement beaucoup, franchement, à un truc que j'ai vu se former sur un volcan. Allons voir. Ils sont allés voir, ils ont pris des échantillons, ont fait des sections polies, les ont regardés au microscope. Donc on a des microscopes qui font aussi lumière polarisée parce que ça aide à identifier les cristaux. Et en voyant la structure cristalline au microscope, on en déduit que c'est du basalte, parce qu'on constate qu'il y a exactement les mêmes cristaux que ce qu'on retrouve dans les roches qui sont à côté des volcans, vous savez, celles où il y a déjà des orgues basaltiques. C'est comme ça que ça a marché à la Devil's Tower, et pas autrement. C'est pas, on a dit, mais non, mais ta gueule, c'est des orgues basaltiques, ça se voit bien. Bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a fait une hypothèse, basée sur des observations, sur le principe d'actualisme, expérimentation, on a pris un échantillon, fait des sections. S'il s'agit bien de basalte, on va y retrouver exactement les mêmes minéraux, la même structure minérale pétrographique, que sur les basaltes prélevés sur un volcan, dont on est sûr qu'ils sont d'origine volcanique, et pan, c'est la même chose. De fait, jamais aucun géologue ou volcanologue n'a observé un tel phénomène aussi remarquable. C'est effectivement un gigantesque, un cracra mensonge. C'est un énorme mensonge, on vous ment. Des gens ont payé 7 € pour qu'on leur mente.
7 € pour qu'on vous mente, mesdames et messieurs. C'est vraiment le chasseur qui s'adresse aux pigeons, vous savez, là, il est parti à la chasse aux pigeons. Voilà, il est avec son fusil dans son petit cache, et il attire les pigeons. Piti, 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 bah, 7 €. Piti, 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 bah, 7 € de plus. Je me suis interrogé sur ce point, et j'ai trouvé le plus éminent chercheur en la matière, le professeur Nick Zenter, géologue de renom à la Central Washington University aux États-Unis, sur Ellensburg. Remarquez quand même qu'on précise bien géologue de renom, hein, parce que sachant qu'on s'apprête à le ridiculiser, on va bien préciser avant toute chose que le mec il pèse dans le game, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voici notre échange. Le magma n'a pourtant pas pour habitude de se maintenir sur cette hauteur en formant de telles figures géométriques. On n'a jamais vu ça. Qui est on? Nick Zentner. Pascal, je suis ravi de répondre à vos questions. Oui, il n'y a plus ce genre de coulée de lave active sur notre planète aujourd'hui, formant ce genre de concentration parce que ces matières sont à 100 pieds et plus, mais ce fut courant il y a longtemps. Je comprends même pas la réponse. Il est quand même bonne patte, hein, le Nick Zenter, parce qu'il commence par « Je suis ravi de répondre à vos questions ». Je dis « Oh putain, moi ce serait clairement vous me faites chier et je vais être très clair avec vous et vous avez tort ». Oui, je fais pas dans la dentelle quand on me prend pour un con. Parce que là, clairement, le but c'est de prendre le docteur Zenter, ou le professeur même Zenter pour un con. Professeur. 3 petits points de suspension parce que je vais vous prendre pour un con. Comment le magma a-t-il réussi une telle performance en terminant sa course par un sommet parfaitement plat? Mais c'est l'érosion, ça, c'est pas parfaitement plat, mes couilles. Je veux dire, parfaitement plat, mes couilles, déjà. D'une, parfaitement plat, mes couilles. De deux, il y a une surface. Vous savez, une coulée de basalte, il y a forcément une surface. Et la surface, elle est plate. Et de trois, l'érosion. L'érosion, elle explique plein de choses, hein. Voilà, attends, le magma n'a pourtant pas pour habitude de se maintenir sur cette hauteur en formant de telles figures géométriques. Bah alors, j'essaie, je vous jure, j'essaie de comprendre cet échange, mais il est dur il a traduit ça à la zob. Le magma n'a pourtant pas pour habitude de se maintenir à cette hauteur. Bah si, un volcan c'est haut. Qu'est-ce que tu racontes, mec? T'as jamais vu un volcan haut? Un volcan c'est une montagne. Eh oh. En formant de telles figures géométriques, bah si, on les voit au piton de la fournaise, donc si. Donc je sais pas pourquoi il lui répond qu'il n'y a plus ce genre de coulée de lave active sur notre planète aujourd'hui, parce que c'est pas vrai, elles sont enfouies à la limite, parce qu'il faut une certaine température de refroidissement. Si vous refroidissez le magma trop vite, il va effectivement pas former des belles orgues basaltiques. Il faut quand même qu'il y ait une réserve de magma souterraine pour qu'elle se refroidisse relativement lentement, pour que la structure cristalline impose ces formes géométriques. Donc c'est pas le magma qui se refroidit en surface qui forme ça. À la limite, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Et du coup, on n'est pas capable de les voir aujourd'hui se former directement quand le magma coule. J'entends quand la lave s'écoule sur les côtés du volcan, parce que effectivement, quand elle s'écoule sur les côtés du volcan, le refroidissement est trop rapide, donc ça forme des coulées, quoi. Ça forme des coulées, et si c'est dans l'eau, ça forme des coussins. Donc à la limite, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Mais honnêtement, c'est dur. Comment le magma a-t-il réussi une telle performance? De quelle performance parles-tu? En terminant sa course par un sommet parfaitement plat. Donc le sommet parfaitement plat n'existe pas. Ce genre de colonnes de basalte forment de telles coulées de lave lorsqu'elles sont très épaisses, puis s'arrêtent et commencent à refroidir. Donc là, il répond à côté de la question. Mais cette matière, Nick, ce genre de figure géométrique se retrouve un peu partout sur Terre. Bien sûr, la chimie du basalte de ces colonnes de Devil's Rock est identique aux laves de Todaya, d'Hawaï et d'Irlande dans la vallée des géants. Donc Hawaï, c'est un archipel 100% volcanique. Je veux dire, l'origine volcanique, elle est évidente, tu vois, là, dans la réponse qu'il lui donne, même si la façon dont est retranscrit l'échange est évidemment écrit par monsieur insulte les géologues de menteurs, et que donc c'est écrit en sa faveur, là, clairement, c'est dit que Hawaï. Voilà, Todaya, ça c'est au Japon, ça doit être aussi une archipel volcanique. De toute façon, tout le Japon est un archipel volcanique. Donc, c'est volcanique. Voilà, c'est clairement dit, c'est d'origine volcanique, parce qu'on le retrouve sur des volcans modernes. C'est quand même pas compliqué. C'est là, c'est écrit là. Donc effectivement, au-dessus, il confirme qu'il faut quand même une certaine épaisseur, parce que ça permet justement la cristallisation. Si c'est trop fin, vous allez voir,
vous allez vraiment avoir une pâte, un verre. Donc là, il confirme bien ce que je vous disais, qu'il faut quand même que ça refroidisse à une certaine température pour former des orgues. Et donc là, il confirme que c'est d'origine volcanique parce qu'on le retrouve sur des volcans modernes, le fameux principe d'actualisme. Pourriez-vous imaginer, je vous prie, il n'y a pas besoin d'imaginer, que Devil's Tower et d'autres puissent être autre chose, une souche d'arbres fossilisés par exemple? La réponse de notre bon professeur Nick Zenter à ce moment-là, c'est de lui dire, si c'était un arbre, on devrait y voir des structures biologiques à l'intérieur. Or, quand on fait des coupes dans des orgues basaltiques telles que celles de Devil's Tower, on y constate une structure cristalline typique du basalte. On ne voit pas de petites cellules. Parce que dans un arbre fossilisé, quand on fait des sections, on voit les cellules. Ça se voit, la structure de l'arbre, la structure du bois se voit sur les sections. Mais ça, comme Nick Zenter, je pense, n'est pas paléontologue mais géologue, il va pas partir là-dessus, il va partir sur... Il y a un mouvement sur le web très récent liant ces colonnes de basalte avec des souches d'arbres géants. Alors, je te rassure, monsieur Nick Zenter, ce mouvement il est pas récent, les créationnistes des années 50 sortaient déjà ça à l'époque. Mais pour moi, en tant que scientifique, je n'ai aucune base pour confirmer ces affirmations. Il faut être prudent, mon étude sur ces colonnes montre qu'elle exclut de telles affirmations. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Mon étude sur cette colonne montre qu'elle exclut de telles affirmations. Il a pas voulu lui dire, non mais on a regardé au microscope, c'est du basalte, connard. Il a pas voulu lui dire parce que il est trop poli, ou alors encore une fois, comme c'est la retranscription de Monsieur les géologues sont des menteurs, ben évidemment il va pas sortir le pavé d'arguments qu'il a dû lui sortir à ce moment-là. Donc soit Monsieur Nick Zenter est trop poli, soit Monsieur PV les géologues sont des menteurs. A tronqué l'échange pour n'en garder que la partie où il donne aucune explication. Je suis sûr qu'il vous ment, là. Je suis sûr que cet échange a été tronqué. Parce que l'autre, en plus, là, l'autre, il le prend de haut. C'est horrible, quoi. Professeur, 3 petits points. Le mec qui se pointe, il a que des questions. Mec, je suis là, je suis là, je te prends pas pour un con, tu vois, je suis ravi de répondre à vos questions, tu vois. Je suis là en tant qu'autorité que tu as sollicité pour répondre à tes questions à la con. Et t'es encore là à me prendre de haut, espèce de... Que dire alors de ces formes hexagonales que l'on retrouve sur de nombreux sites? La lave aurait-elle une sorte de mémoire de forme? C'est « Bonjour, je viens orienter ta réponse. Veux-tu bien confirmer les conneries que je crois ?» C'est une question de refroidissement. La forme hexagonale des colonnes est un problème de physique impliquant le rétrécissement et la contraction des surfaces. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure et ce que disait l'article dans The Conversation. Cette forme hexagonale, c'est juste un problème de physique. C'est comme ça en fait que si vous voulez, c'est une optimisation des contraintes. Ceci dit, je vous invite à regarder la photo que lui-même vous donne, Monsieur les géologues sont des menteurs, et de constater à quel point ces formes hexagonales sont d'une perfection parfaite, notamment celle-ci. Waouh, je suis impressionné par la géométrie parfaite de cette dalle, de même que celle-là, qui est probablement pas du tout hexagonale, là, vu la forme. Alors ok, si on focus sur celle-là, ces trois-là, qui sont au centre de l'image, donc on vous invite à focuser sur celle-là. Évidemment, elles ont l'air complètement parfaitement hexagonales, mais enfin la patatoïde là qui se trouve ici, vous allez pas me dire qu'elle est hexagonale, et puis celle-là non plus, du coup. Ça forme pas du tout un hexagone, cette histoire. Et puis alors celle-là, elle est quasiment ronde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des patatoïdes, il y a des ronds, ça forme... hexagonal, oui, c'est ce que ça va former, ça va tendre vers une forme hexagonale spontanément, parce que c'est la façon dont se contracte la roche du fait de sa structure cristalline. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Ça va tendre vers une forme hexagonale, mais ça va jamais être un hexagone parfait. Donc l'entretien se termine là, visiblement, puisque là, pouf, c'est la dernière, c'est la fin, là, vous voyez, les guillemets se referment ici. Analyse. Et donc, à côté de ça, Nick Zenter exclut l'hypothèse de la coulée de lave basaltique d'un volcan. Non, c'est exactement ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, c'est une question de refroidissement, la forme hexagonale des colonnes est un problème de physique impliquant le rétrécissement et la contraction des surfaces, la contraction du basalte, la contraction des laves, là, il te l'a dit plus haut. Et il a dit, non, c'est pas un arbre géant. Il t'a dit, non, c'est pas un arbre géant, c'est du basalte. Pourquoi tu fais mentir Nick Zenter? Pourquoi tu fais mentir Nick Zenter? Détail de la Devil's Tower. À gauche, la base de la montagne forme des lignes verticales qui ressemblent étrangement à l'écorce d'un arbre. Ça fait longtemps que t'as pas vu d'arbre?
Ça fait longtemps que ça fait, t'es pas allé en forêt depuis combien de milliers d'années? Ça fait combien de temps que t'as pas vu l'écorce d'un arbre? Quel arbre a une écorce comme ça? À droite, les détails en coupe des lignes montrent une structure en nid d'abeille. La structure en nid d'abeille qu'on retrouve dans tous les arbres. Quand on coupe un arbre, on retrouve une structure en nid d'abeille. Le saviez-vous? Mais oui, tout le monde sait ça, voyons. Tout le monde sait que quand on coupe un arbre, ce sont pas des cercles concentriques qui, regardés au microscope, ont des petites cellules à l'intérieur qui n'ont pas du tout des formes hexagonales d'ailleurs, mais qu'on retrouve des petites cellules à l'intérieur. Non, non, tout le monde sait que quand on coupe un arbre, ce sont des formes hexagonales, en nid d'abeille. Évidemment. Évidemment. C'est un fait extrêmement connu de tous les enfants qui sont au CP. Évidemment. Le niveau de mensonge de ce mec m'exaspère. Analyse. Vous l'aurez compris, le professeur Nick Zenter rejette l'idée que ces édifices puissent être autre chose que des lacolites. Ah. Mais alors, du coup, Nick Zenter exclut l'hypothèse de la coulée de lave basaltique d'un volcan, et à côté, il écrit « Le professeur Nick Zenter rejette l'idée que ces édifices puissent être autre chose que des lacolites. » Ces deux phrases sont diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois un menteur et incohérent. C'est beau. Inutile de vous dire que j'ai contacté plusieurs de ses confrères qui restent sur la même position. Oui, parce que on a les preuves. Oui, c'est pour ça. Mais eux n'avaient, semble-t-il, jamais eu vent de la théorie des souches d'arbres géantes. Oui, parce que eux, contrairement à toi, ont un cercle d'amis sains d'esprit. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on doit retenir de notre entretien avec le professeur Zenter. Oui, c'est un expert et il dit que tu as tort. C'est tout ce qu'il y a à retenir sur ton entretien avec professeur Zenter. D'abord, il nous affirme qu'il n'y a plus de coulée de lave active de ce genre sur la Terre depuis X millions d'années. C'est le principal point à retenir. C'est pas X millions d'années, non, hein. S'il y en a à Hawaï et que s'il y en a sur le piton de la Fournaise, on est tout au plus sur des milliers d'années. Et il n'a pas dit, et puis de la façon dont c'était traduit, pour être tout à fait honnête, je pense que ce qu'il voulait dire réellement, c'est qu'on peut pas observer puisque ça se passe sous terre en ce moment. Il confirme que personne n'a jamais observé de telle coulée en formation. Oui, il confirme aussi que ça se passe sous terre. Donc encore une fois, à moins que t'aies un moyen de nager sous terre, globalement, non, tu les verras pas se former. Dans un même temps, il explique que ces éruptions basaltiques étaient très épaisses. Oui, c'est pour ça que tu peux pas les voir. Et c'est pour ça qu'il faut attendre que l'érosion les expose. Mais quand l'érosion les expose, ben on voit exactement ce qu'on s'attend à voir, c'est-à-dire des orgues basaltiques. J'ai eu beau chercher, toujours en interrogeant les meilleurs géologues, aucun de ces scientifiques n'a été en mesure de me dire où se trouvait ce fameux magma plus épais ou plus dense qu'avant, magma qui se serait enfoui en sous-sol. Bah moi, tu m'aurais demandé à moi, je t'aurais dit le piton de la Fournaise. Si tel était le cas, m'ont-ils fait remarquer, cela remettrait en question tout ce que l'on croit savoir sur la nature du manteau terrestre. Je vois où il veut en venir et je sens que ça va pas me plaire. Tout ça pour la simple raison qu'il n'existe qu'une seule forme de magma depuis des millions d'années, c'est celui produit par le noyau liquide au centre de la Terre. Oh, pardon. Je viens d'avoir une remontée de mes cours de SVT Oh, on est de où, là? Oh, on est au moins en collège, là. Une petite remontée de mes cours de collège. Tu te rappelles, quand on t'a expliqué au collège, peut-être même au CM2, qu'il y a des volcans effusifs et des volcans explosifs, et qu'on t'a expliqué que la raison pour cela, c'était que l'un avait de la lave fluide et l'autre avait de la lave pas fluide. Bah voilà, il existe n supérieur à un type de lave aujourd'hui. Je reprends les bases, hein. Il existe bien plus de types de lave que ça, et encore plus si on remonte dans les millions et les millions d'années dont il nous parle. Et puis de dire, c'est le produit du noyau liquide au centre de la Terre. Non mais putain. On en est là, quoi. On en est là. On est sur quelqu'un là qui est encore au niveau CP, quoi. Je veux dire, scientifiquement, cette phrase est du niveau CP.
C'est, il y a que les gamins, en fait, il y a que les bébés de 6 ans qui disent, ah, bah, le magma, il vient du centre de la Terre. Il y a que les bébés qui pensent ça. Maman, je vais arrêter de lire le monsieur, il est méchant. Le monsieur, il est méchant, ça agresse, c'est agressif, là, c'est corrosif. Je suis en train de m'éroder les yeux en regardant ça. Le magma, il vient du centre de la Terre. Blah. Et j'ai commencé en me disant, on va rigoler par tout Atis. J'ai commencé en disant, on va rigoler, et là, je te jure, j'ai envie de dévisser des têtes, là. Ah. Les termes qui différencieront la matière du magma dans sa nomination, c'est l'aspect final qu'il prendra une fois refroidi au contact de l'atmosphère, de l'eau ou du sol. De fait, nos scientifiques affirment que la température du noyau solide n'a pas varié depuis qu'est apparue la croûte terrestre. Ainsi, dans le manteau terrestre, le magma s'élève vers la surface par l'effet de cellules de convection par échange de chaleur. C'est une mécanique des couches qui ne survient que dans des milieux fluides. Sans besoin d'entrer dans les détails, W. Hopkins en 1839 déjà expliquait que ces fluides magmatiques existaient en cet état depuis le début de l'histoire de la Terre. J'ai lu Wikipédia, j'ai copié-collé, j'ai pas cherché à comprendre ce que j'écrivais. C'est toujours ainsi que le magma a été défini et représenté, bien que parfois les esprits divergent, et divergent ça fait beaucoup, en particulier sur l'asténosphère. Utilise pas des mots que tu comprends pas. Oh, par pitié, n'utilise pas des mots que tu comprends pas, faut arrêter. Loin de moi l'idée de mettre en doute les compétences des géologues. Ah bon? Tu veux dire les géologues que tu as accusés d'enfumage une page plus tôt, tu remets pas en doute leurs compétences? Les géologues que tu prends pour des cons pendant ton interview, là? Ceux-là, là, tu remets pas leurs compétences en question. Hein? C'est genre, la phrase qui commence par loin de moi l'idée de remettre en doute les compétences des géologues, mais... Je suis pas raciste, mais... Quand même, les gens qui ont une couleur de peau, je suis pas climato-sceptique, mais quand même, si la Terre se réchauffait, on n'aurait pas si froid en hiver. Je suis pas complotiste, mais quand même, comme par hasard, c'est un bruit d'âne que j'aurais dû faire là. On peut cependant se poser des questions sur leurs affirmations touchant à la Devil's Tower et d'autres sites similaires. Ces affirmations ne sont pas fiables, en effet, rien ne vient les confirmer. Il faut savoir que les géologues n'ont pas étudié les structures internes de ces lignes en sous-sol, les structures internes de ces lignes en sous-sol, ils ne disposent que de probabilités très schématiques sur les interactions de l'écorce et du manteau terrestre. Mais si, on les a étudiées, puisqu'elles sont visibles à la surface, elles sont là. Mais si qu'on les étudie, c'est pas parce qu'on les a vus se former, de toute façon, même là, j'ai presque failli tomber dans le panneau, mais en réalité, c'est de la merde ce qui est raconté là, pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, on voit ces orgues basaltiques à la surface, on peut en étudier la pétrographie, cette structure chimique est la même que celle du basalte quand il ne forme pas des orgues basaltiques. C'est la même composition chimique, juste cristallisée différemment. Regardez-moi ça. En plus, ouais, je vois là, mais sur la photo, il vous montre ça, genre, vous avez bien vu ça, c'est pas la même chose que ça. Alors forcément, des raisons. La vie est facile, la vie est simple, on n'a pas besoin de spécialistes. Je m'interroge, tu devrais pas. Ou alors tu devrais te poser les bonnes questions, parce que se poser la question, est-ce qu'on sait vraiment que ces lignes se forment en sous-sol, Bah oui, quand elles s'érodent, on voit bien que ça s'est formé en sous-sol, puisque avant que ça s'érode, on le voyait pas. c'est tout bête. Une fois qu'il y a érosion, on voit apparaître ces structures qu'on ne voyait pas avant qu'il y ait érosion. Donc ces structures se sont formées en sous-sol. C'est pas de la science-fiction comme conclusion. Et il s'agit de basalte, puisqu'on le rencontre dans des endroits où le sol est exclusivement composé de basalte, le piton de la Fournaise, Hawaï, les archipels volcaniques japonaises dont nous a parlé Nick Zenter, un peu plus haut. Zettner, un peu plus haut.
C'est pas je pense pas faire des raccourcis logiques de fou en vous disant ça. C'est quand bien même on n'aurait aucune idée de comment se forment les orgues basaltiques, ce qui est faux, il suffit de se servir, il suffit de prendre un caillou et de polir la surface, de comparer à un truc dont on est sûr que c'est du basalte. Et pouf, c'est gagné, c'est fini. Il n'y a pas besoin de les voir se former. Ça, c'est un truc chez les chercheurs de véritude. Oui, mais vous avez jamais vu se faire. Vous avez jamais vu les pyramides être construites. Bah non, j'ai jamais vu, pas plus que toi. Donc t'es pas mieux disposé à dire comment ça s'est produit, en fait. C'est ni les géologues, ni les chercheurs de véritude n'ont vu les orgues basaltiques se former live. Mais par contre, les géologues, eux, ils apportent la preuve que c'est du basalte et rien d'autre. Alors que les chercheurs de véritude, eux, ils rapportent quoi? Des questions très connes, mais que des questions. Tout ce qu'il a mis sur la table jusqu'à présent, c'est « Oh, je m'interroge !» hein. Et là, il continue à mettre ça sur la table. « Je m'interroge, je m'interroge, je m'interroge. » Bah oui, mais arrête de te poser des questions, accepte les réponses, ouverture d'esprit. Hein? Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, là, l'ouverture d'esprit. La meilleure excuse pour la fermeture d'esprit que les chercheurs de véritude ont jamais inventé. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est accepter les réponses qu'on te donne quand elles sont vérifiables et vérifiées. Et là, ça a été pété et répété, ces observations. Il suffit juste de savoir où chercher. Et là, en l'occurrence, il a demandé à des géologues. Je suis sûr qu'ils lui ont fourni des quantités, mais monstrueuses d'articles. Des quantités, je veux dire, je suis même sûr et certain qu'il y en a un qui leur a dit « Hey, viens voir dans mon labo, je vais te montrer. » J'en suis certain. Parce que les orgues basaltiques, c'est pas rare. Il y en a partout. Et ça forme pas des troncs d'arbres. Ça forme pas des troncs d'arbres, c'est une couche en fait, ça se voit, c'est une couche qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Ça forme pas un tronc comme un Devil's Tower, ça c'est une coïncidence que ça forme vaguement un tronc, ou c'est peut-être dû au fait que c'était dans la cheminée volcanique que ça se passait, mais les orgues basaltiques, ça forme des couches généralement, et ça forme des très longues couches, ça ressemble pas du tout à des arbres. Je m'interroge, nous dit-il. Il semblerait que la science officielle s'est arrangée pour trouver le moyen de cacher ces souches d'arbres au public. faut en avoir, et là, franchement, faut en avoir des bollocks en acier trempé, là. De la testiculasse, de la cojones, pour poser cette phrase-là, en te parlant de Devil's Tower, qui n'a fait ni plus ni moins qu'une apparition dans l'un des plus grands films de science-fiction. Il faut en avoir une paire de couilles en acier trempé pour la poser sur la table devant les scientifiques, là, leur chatouiller le nez avec et dire « Eh, dis donc, tu l'as caché à tout le monde, celle-là !» Quoi? Quoi? Non, mais évidemment, on a caché l'existence de la Devil Tower. Et puis sa nature de tronc d'arbre a toujours été acceptée par la totalité du monde, évidemment. Oh punaise. On en est loin de la fin, là, s'il vous plaît, j'en peux plus. Je deviens fou. Je devenir fou. Il serait tentant de se poser la question, y a-t-il quelque part des traces de branchages fossiles pétrifiés? Le biais de confirmation, mesdames et messieurs. Tout le monde m'a dit que j'ai interrogé tous les spécialistes du monde, tout le monde m'a dit, ta gueule, tu racontes de la merde, arrête vraiment, sérieux, c'est pas bon pour ta santé, faut que t'arrêtes. J'ai constaté tous les experts du monde, tout le monde m'a dit, faut que j'arrête, c'est des conneries, faut pas continuer dans cette voie-là, ça ne sert à rien, tu vas te perdre. Tout le monde m'a dit, et moi j'ai dit non! Je vais trouver les branches. Je vous dis que c'est un tronc d'arbre et je vous dis que je vais trouver les branches, tiens. C'est le gars, il est en sens contraire sur l'autoroute, il y a 10 000 panneaux sens interdit. Et le gars, il dit non, c'est pas moi qui ai tort, c'est les panneaux. Ah je vais devenir fou. Oh. Je vais devenir fou. Je pensais pas, en commençant un truc débunkable en 15 minutes, même pas, au début de la vidéo, j'ai dû débunker ça en 2 minutes, même pas. Je pensais pas que ça irait aussi loin.
Il serait tentant de se poser la question, y a-t-il quelque part des traces de branchages fossiles pétrifiés? Mais du coup, acceptes-tu l'existence des fossiles? Parce que les fossiles, c'est étudié par des paléontologues officiels. Donc je sais pas, du coup, quelle est la quantité de science que tu acceptes dans ta conception du monde? Et quelle est la quantité de science que tu refuses? Tant que ça dit qu'il y a des arbres géants, t'acceptes, et sinon non, en fait. C'est ça l'idée, je comprends pas. Voici qui vient conforter notre hypothèse. Les végétaux se pétrifient effectivement sous forme de roches. Oui, jamais personne ne t'aura dit le contraire, hein, ceci étant dit. Si vous êtes déjà allé dans les terrils du Nord, vous le savez. Hein. Il existe de nombreux musées à ciel ouvert à travers le monde, souvent occultés par les médias scientifiques. J'attends qu'ils me donnent des exemples de musées, enfin des musées à ciel ouvert occultés par les médias et scientifiques. Genre, à quel point... Parce que là, s'ils nous montrent ça... Enfin, je veux dire, c'est Monuments de Vallée, ça. C'est dans tous les films, dans tous les westerns, vous le voyez, ces trucs-là. Si ça, c'est des trucs qui ont été cachés par les scientifiques, mais normalement, même si vous-même vous croyez à cette théorie, à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends, il se fout de ma gueule, ça. Je veux dire, c'est Monuments de Vallée, ça. C'est des trucs qu'on voit dans tous les westerns, de tous les films de John Wayne, ça y est, ce truc-là. Donc des exemples de souches aux États-Unis. Ces configurations se présentent par centaines partout sur la planète. Oui, et si tu constates par toi-même, au moins celles-là, elles ne sont pas faites de la même structure que ce que tu nous as présenté ici. Hein. Celles-là, elles ont aucune structure hexagonale. Ça c'est du grès. Donc c'est du sable pétrifié, ce n'est pas des orgues basaltiques. Donc en plus, on est tellement dans un biais de confirmation de la folie du cul que le gars en vient à qualifier deux structures totalement différentes comme étant exactement la même chose sur la base que, vu de loin, ça se ressemble. Bon alors, ces fameuses structures que les scientifiques nous cachent, comme la forêt pétrifiée située à la limite des provinces El Oro et de Loja dans le sud de l'Équateur. Je me demande, les forêts pétrifiées. Les forêts pétrifiées sont un grand secret dont on nous cache l'existence. Regardez comment les scientifiques, ils nous cachent l'existence des forêts pétrifiées en faisant des parcs nationaux. Ah, les salauds. Ah, les salauds, hein. Petrified Forest National Park. Et je vous dis pas combien il y en a des Petrified Forest, hein. Je veux dire, forêt, même, je suis sûr en France, il y en a des forêts pétrifiées. Forêts pétrifiées, il y en a parce qu'elles datent du Carbonifère. Les forêts pétrifiées, Parc National Petrified Forest. Il y en a un à Damarland. Donc Damarland, bah tiens, c'est en Afrikaans, en Afrique du Sud. Les forêts pétrifiées, où est-ce qu'on en a d'autres? Il y en a bon, Arizona, ça va être la même. En Bulgarie, il y en a une. En Patagonie, bah tiens, voilà. Forêt pétrifiée de Sarmiento en Patagonie. Bon, forêt pétrifiée France, quoi, allez, donne-moi une forêt pétrifiée. Là, dans les commentaires, si vous connaissez des forêts pétrifiées, de Champclauson, bah voilà, tiens, j'étais allé la voir, celle-là, d'ailleurs. La forêt pétrifiée de Champclauson, dont vous voyez des magnifiques troncs d'arbres silicifiés, c'est un phénomène tout à fait naturel que nous connaissons. Voilà. Et Champclauson, ça se situe où? Parc national. Donc vous avez un Dinopédia, parc de loisirs, tiens. Visite de la forêt fossile, et donc c'est en Ardèche, voilà. Parc naturel régional des monts d'Ardèche. Voilà. Non, les forêts pétrifiées, c'est un grand secret, c'est juste des attractions touristiques, ça doit brasser la totalité des forêts pétrifiées du monde, doit brasser littéralement des millions, voire des milliards de touristes. Mais oui, c'est un grand secret gardé par les plus fameux scientifiques, n'est-ce pas? Faut vraiment être d'une mauvaise foi incroyable pour oser balancer. Tiens, regardez, non mais, il y a encore la forêt pétrifiée de Damarland en Afrique du Sud. Bah tiens, voilà, tu vois. On l'a vu, elle est sur internet, c'est visité, c'est trouvable, c'est là, c'est Damarland. On l'a vu, là, tout à l'heure. On a juste tapé forêt pétrifiée sur internet et on est tombé dessus immédiatement. La secret des scientifiques. Ça a pas été écrit en 1970, ça, hein, ça a été écrit en 2017. 7 €, putain. 7 €! 7 € pour vous faire tartiner la tronche de bullshit comme ça. Je veux dire, le mec, il est même pas capable d'aller googler Petrified Forest pour constater de ses propres yeux
Enfin, c'est même pas ça, je suis sûr qu'il l'a googlé, je suis sûr qu'il est même pas au courant, à la base, qu'il y a une forêt pétrifiée en Afrique du Sud. C'est juste qu'il l'a googlé, il l'a trouvé, et après, il écrit dans son truc, il veut vous faire croire que c'est pas connu, que c'est un secret gardé par les scientifiques. J'étais même pas au courant. Je suis paléontologue en Afrique du Sud, j'étais même pas au courant. Donc comment voulez-vous que je le garde, le secret? Je suis même pas au courant du secret. Merde. On me dit jamais rien à moi. Zen. Par pitié, dites-moi que c'est la dernière page. Oh putain, on a encore 3 pages. Bon, ouais, je vais accélérer là parce que j'en peux plus. Le mec vous ment. Voilà, c'est... En conclusion, le mec vous ment. Le mec vous met des photos de souche, des photos de montagne, une photo de souche, une photo de montagne, une photo de souche, une photo de montagne. Oh bah dis donc, ça ressemble à... les montagnes, elles ressemblent à des troncs d'arbres. Des photos de souche, des photos de montagne. Ah, le niveau de preuve est... Je vais même pas m'emmerder. En Italie et au Venezuela, parmi des centaines d'autres lieux, on trouve des tas de configurations de souches fossiles semblant avoir été comme arrachées. Ah bah faut savoir, ça a été coupé ou ça a été arraché. Oh. Enfin, pour ne citer que les plus connus, ah bon à travers le monde, occulté. C'est occulté par les médias et les scientifiques. Et là, ils nous parlent les plus connus. Comment tu peux écrire 2 phrases d'affilée et te contredire? À ce point, c'est tissu de mensonges et de contradictions, c'est incroyable. En fait, à ce niveau-là, 7 €. 7 €. 7 € pour acheter un truc où les articles vous racontent des énormes conneries à tel point qu'ils ont même pas vérifié qu'ils avaient écrit des choses cohérentes les unes à la suite des autres. Il est capable de vous dire, dans 2 phrases consécutives, la vérité nous est cachée, regardez ces exemples bien connus. Ces exemples bien connus de vérité cachée? Mais de quoi tu nous parles? Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou? Pour ne citer que les plus connus, aux États-Unis, en Arizona, nous avons une forêt pétrifiée s'étendant sur 678 km², appelée Petrified Forest National Park. C'est juste un parc naturel, tellement occulté par les scientifiques, vous voyez. On croit à tort que cette forêt présente un cas unique. Oui, tu viens de nous en présenter 3, mais on croit. Qui c'est on? Qui sont les neuneux qui croient? C'est on. C'est qui ce on? On croit à tort que cette forêt présente un cas unique. Certains chercheurs de vérité voient ici non pas des troncs d'arbres fossilisés comme le prétend la version officielle, mais des branches d'arbres géants qui semblent avoir été coupées à l'origine et empilées puis dispersées au cours du temps. Alors la raison pour laquelle on pense que ce sont des arbres géants et non pas juste des branches géantes, c'est parce qu'ils ont des racines. Donc on a les arbres qui sont préservés, vous voyez, à la verticale, avec leur système racinaire en place. Bon, bah voilà, donc c'est bien la preuve que c'est pas une branche, mais bel et bien un arbre. Voilà, c'est parce qu'ils sont préservés. Si c'était des branches, ils seraient forcément tombés, hein, je veux dire. Là, on parle bien de branches qui sont tombées, qui sont restées en place. Donc là, si c'est préservé à la verticale avec le système racinaire, c'est qu'on est forcément sur un arbre, pas sur une branche. Donc les chercheurs de vérité voient ici non pas des troncs d'arbres fossilisés comme le prétend la version officielle, mais des branches d'arbres géantes qui semblent avoir été coupées à l'origine et empilées puis dispersées au cours du temps. Donc ce qui contredit complètement le fait qu'on les retrouve en place. Il y a même aux États-Unis, il y a un parc naturel où vous avez 27 niveaux de racines empilés les uns sur les autres. Alors c'est vous dire si... Ce qui est d'ailleurs aussi une preuve contre l'existence du déluge. Comment ne pas s'interroger? Comment ne pas s'interroger? Bah c'est simple, il faut faire comme toi, mettre des grosses œillères et puis foncer tout droit. Hein. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. La science nous explique que le processus de fossilisation se produit sous terre lorsque le corps est enterré sous les monceaux de sédiments. C'est ainsi que les corps se préserveraient à l'abri de l'oxygène. Ainsi, pour qu'une pétrification de cette ampleur se réalise, il aurait fallu une pression colossale de sédiments. En vertu de... Je veux dire, je vois pas la logique, en fait. Faut que ça se passe sous terre, à aucun moment il n'est question de pression.
Donc ça, c'est juste, je me prends pour un scientifique et je vous donne une explication bullshit qui n'est même pas cohérente avec elle-même. À aucun moment il est question de pression de sédiments qui faciliterait la fossilisation dans son explication. On trouve au sol, dans la forêt pétrifiée, des bûches fossilisées cristallisées en pierres semi-précieuses de toutes les couleurs. Et c'est merveilleux, c'est plein de couleurs. Or, nous savons aujourd'hui que ces variations ne peuvent se produire que sous l'effet d'une chaleur intense. Et quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce que ça prouve ? C'est du moins ce que nous dit la physique, et pour témoin nous avons nos joailliers et diamantaires qui considèrent le traitement thermique des pierres précieuses comme une méthode de mise en valeur naturelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En portant la température des pierres à 1600 degrés, ils parviennent en effet à modifier les couleurs des pierres tout en affirmant qu'il s'agit là du prolongement d'un processus qui se produit sous terre. Oui, bon, en augmentant la chaleur, tu influes avec la structure physique du truc, et alors ce phénomène est incontestable. On sait en effet qu'au moment de la chauffe d'un matériau se produit une modification de couleur. Mais je comprends pas en quoi le fait que ce soit chaud prouve que t'as raison. Est-ce qu'il va nous l'expliquer à un moment? Pourquoi le fait que ce soit chaud prouve que c'est des géants? Je comprends pas. Parce que la science officielle admet très bien que les fossiles se forment sous terre, sous des conditions de pression et de température élevées. Bon, ça rend pas les fossiles plus beaux, hein, on est bien d'accord. Ça les déforme, plus qu'autre chose. La silicification du bois, on est bien d'accord que c'est un processus qui prend longtemps, qui se fait sous terre, sous des conditions de pression qui permettent à la silice circulant grâce à l'eau sous terre de transporter les cristaux et de remplacer petit à petit la structure du bois, oui, d'accord, mais... Et que de toute façon, sous terre, t'as forcément un gradient de température, hein. À partir du moment où t'es sous terre, tu as un gradient de température, donc la température augmente, effectivement, mais en quoi ça te donne raison? Exactement. La couleur obtenue correspondra à une température, la stabilisation de la couleur choisie impliquera alors des techniques de refroidissement. Il est en train de vous bullshiter la face avec son jargon technique, c'est plus ou moins rapide. On se demande ce qui a bien pu se passer en Arizona où l'on constate le phénomène de colorisation. On se demande ce qui a bien pu se passer en Arizona où l'on constate ce phénomène de colorisation. Donc vous voyez, le mec il ramène que des questions, et en fait en bombardant comme ça les gens de questions, il croit qu'il a raison, mais non, t'as juste des questions, et tu ignores les réponses qu'on te donne. Donc ça... non, c'est pas comme ça que ça marche la logique. Le temps n'est en rien responsable à l'affaire. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Non, c'est bien qu'il cite les grands classiques de la chanson française. Il a fallu qu'il se produise une catastrophe de grande ampleur. Non! Non! Mais non, tu viens de dire l'enfouissement, et c'est tout. L'enfouissement, la tectonique des plaques, les millions d'années, fin. Y a pas besoin de catastrophe de grande ampleur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a besoin d'une catastrophe de grande ampleur à toi pour expliquer pourquoi on se retrouve avec des branches partout. Mais à partir du moment où tu parles du principe que ce sont des forêts qui ont tous des âges différents en plus, hein, parce qu'il y en a du Crétacé, il y en a de l'Éocène, elles ont toutes des millions d'années d'écart, elles se sont pas toutes formées à la même époque. Il y a que dans ta tête à toi que ça nécessite une catastrophe de grande ampleur pour faire de la chaleur, je sais pas quoi, là. Alors, donc tout à l'heure on nous a parlé d'une tronçonneuse géante d'un monsieur non moins géant qui aurait coupé les arbres. Je viens de voir le mot explosion dans le paragraphe suivant. Donc, voilà, je veux juste vous dire qu'on en est là. On en est arrivé là dans ce point de logique interne de cet article, que depuis tout à l'heure on nous vend que les arbres ont été coupés net par une tronçonneuse géante. Hein, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé là, hein, selon lui, hein. Donc, depuis tout à l'heure, on nous parle d'arbres géants qui ont été coupés par des non moins géantes tronçonneuses tenues par des non moins géantes mains de géants. Et donc maintenant, je vois le mot explosion dans le paragraphe suivant. Je tiens juste à vous faire remarquer dès maintenant qu'on se dirige vers un énorme problème de cohérence interne du récit. Je vous préviens, voilà.
Il a fallu qu'il se produise une catastrophe de grande ampleur, comme une explosion générant une chaleur infernale, et pourtant rien sur le site ne semble l'indiquer. C'est pour ça que tu sais pourquoi rien sur le site ne semble indiquer que la couleur de la silice qui a remplacé les arbres, hein, parce que les arbres ce sont plus des arbres maintenant, ce sont des blocs de silice qui ont conservé la structure des arbres. Donc on voit toujours les cellules, mais ce sont plus des arbres maintenant, ce sont des cailloux chimiquement. Tu sais pourquoi une grande explosion ne transforme pas les arbres en silice multicolore? Parce que le bois, ça brûle. Le feu, c'est beau mais ça brûle. Je vous jure, on en est à ce niveau-là, hein. Le débunkage du siècle, mesdames et messieurs, le mec te dit que quand on brûle du bois, ça fait du bois multicolore. Oui madame, c'est ce qu'il est en train de nous dire là. Quand on brûle du bois, ça fait du bois multicolore comme ça. Mais ça, c'est du bois silicifié. La seule raison pour laquelle ce minéral, quand vous le chauffez, il change de couleur, c'est parce qu'il est déjà silicifié. C'est du minéral. Si vous brûlez du bois pendant une explosion, j'espère ne pas avoir à vous convaincre que le bois va pas se transformer en ça. Il va brûler. J'espère quand même qu'on n'en est pas à ce niveau-là. On est niveau gamin de 3 ans, là. On est au niveau de bulle, là, d'un gamin de 3 ans qui comprend pas que quand on met du bois au feu, ça le brûle. Waouh! Waouh! Gay! Wow! J'aime pas la science. Waouh! Ces arbres ou branches fossilisées en pierre semi-précieuse restent un mystère, mais que dans ta tête. Mais absolument, mais il y a que dans ta tête. Il y a que dans ta tête que ça reste un mystère, parce que même les gens qui te lisent et qui ont payé 7 € pour avoir envie de te croire à ce niveau-là, ils ont compris que tu racontes, que tu t'improvisais au fur et à mesure, j'en sais rien, mais ils ont compris que l'argumentaire, il tient pas 4 secondes, tu te contredis d'une phrase à l'autre, et maintenant t'essayes de nous expliquer que les arbres géants, quand ils ont brûlé, se sont transformés en silice. Quoi? Les versions officielles sont très rarement remises en cause. Les hypothèses avancées il y a fort longtemps finissent par devenir des dogmes et par s'imposer en tant que réalité physique, comme par exemple le principe Carnot ou l'effet Venturi. On vous balance des noms comme ça et on vous expliquera pas ce que c'est. Autant dire que le chercheur de vérité a du pain sur la planche. Alors on essaye, là qu'est-ce qu'on essaie de faire? Bah évidemment on essaye de faire passer la science pour un dogme. On essaie de faire passer la science pour un dogme, alors que la seule personne ici qui a choisi de croire un truc sans le remettre en question une seule seconde, c'est bien l'auteur de ces lignes et personne d'autre. On trouve au sous-sol des forêts pétrifiées, des bûches fossilisées cristallisées en pierres semi-précieuses. Comment ne pas s'interroger en sachant que la science nous certifie que le processus de fossilisation se situe sous terre? C'est l'érosion qui amène les trucs, c'est l'érosion qui ramène les trucs à la surface. C'est simple pourtant. C'est pas compliqué à comprendre. L'érosion, c'est un phénomène tout bête, hein. Tu fais pipi sur une motte de terre, et la motte de terre s'érode. Voilà. Hypothèse scientifique, expérimentation, conclusion. Ah! Des gros cailloux tout ronds. On va encore nous dire que les gros cailloux tout ronds, c'est trop compliqué, ça peut pas exister. Donc maintenant, on va... Oh, des graines fossiles, non. Pourquoi les gros cailloux tout ronds, c'est des graines fossiles? Pourquoi j'ai lu? Ah, mes yeux, ça nous brûle! Ah, stupide bite jouffleux, ça les abîme, mes globes oculaires! Ce que nous voulons, c'est de la logique, fort bien goûteuse! Vallée de Diquis au Costa Rica, les célèbres boules de pierre. Je vous jure, je viens d'entrer dans un nouvel univers de bullshit, c'est-à-dire que je connaissais les pyramidiaux et la pseudo-archéologie, je connaissais les créationnistes, mais là, je viens de péter la 4e dimension, hein. Là, on est dans un autre niveau de n'importe quoi, hein. C'est une autre dimension du grand n'importe quoi, ça, hein. Vallée de Diquis au Costa Rica, les célèbres boules de pierre. Ainsi, le monde oublié des géants réapparaît sous forme que l'on n'attendait pas. Ouais, non, là, je m'y attendais pas, là. Vraiment. J'étais pas prêt.
Dans le hors-série numéro 8 de Top Secret, Pascal Cazotte, alors là, on est dans l'autocitation de Bullshitos Magazine. Dans le numéro 8 de Bullshitos Magazine, on nous avait déjà raconté du bullshit. Ah, c'est surprenant ça, dis donc. Pascal Cazotte s'est largement penché sur l'existence des géants. L'ouvrage argumenté et bien documenté nous montre l'importance du mythe des géants dans les anciennes traditions et le folklore. Puis alors c'est vrai que inventer l'existence d'un grand monsieur, ça demande quand même un niveau d'imagination que nos ancêtres pouvaient pas avoir. Vous imaginez bien que nos ancêtres, ils ont jamais pu avoir l'imagination qu'il fallait pour s'imaginer un monsieur, mais juste en plus grand. Ici, à présent, nous sommes confrontés à des vestiges surprenants réputés avoir été conçus sans intervention humaine, et comme nous l'avons vu, ces souches d'arbres géants fossilisés et leurs branchages pétrifiés, qui n'ont pas tous le même âge et qui n'ont pas tous le même type de préservation, puisque vous avez des arbres silicifiés, mais ceux de Champclauson sont pas silicifiés, ce sont des empreintes de troncs d'arbres en réalité, donc et qui d'ailleurs pour la plupart ne sont même pas couchés, mais sont encore en position de vie, puisque c'est quand même une des conditions pour avoir une forêt pétrifiée, hein, c'est d'avoir... c'est pour qualifier la forêt pétrifiée, il faut quand même que ce soit encore plus ou moins en place avec un système racinaire fossilisé. Donc bref. Qui défie la logique et la science? On va pas... Et défie la science se retrouve partout sur Terre. Ce voyage à travers le monde lointain et gigantesque des géants ne me semblait pourtant pas complet. J'avais le sentiment qu'il me manquait encore quelque chose. Je sais pas, des preuves pas trop teubées, par exemple. J'avais ces grands arbres titanesques, ces branchages, tout cela sous forme fossile. J'avais un récit qui avait l'air... J'avais un récit qui avait l'air cohérent dans une dimension parallèle, mais encore me fallait-il plus de preuves. Imaginez une seconde. Le diamètre d'une souche d'arbre est approximativement égal à 1/20 d'un arbre entier. Ainsi, à en croire cette hypothèse, Devil's Tower aux États-Unis devait atteindre près de 6 km de hauteur. Des proportions tellement considérables, comment prendre tout cela au sérieux? Et tu as raison, comment prendre l'existence d'un arbre de 6 km de hauteur au sérieux? Ah. C'est bien, tu serais très bon à débunkage et pénitence, bravo. Il faudrait encore au moins un autre indice. Non mais arrête avec les indices, il faut des preuves, mec, des preuves. Arrête avec les indices. Non mais c'est vrai, c'est ce qui manque, il manque un indice. Non, il faudrait au moins, ouais, c'est ça qui manque, un indice. Un indice, et une tonne derrière peut-être aussi, mais ça on verra après. Je me suis alors souvenu de l'adage qui dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Je me suis dit alors que si ces arbres géants avaient réellement existé, alors nous devrions peut-être retrouver trace de leurs fruits. Si on trouvait de telles traces un peu partout dans le monde, la thèse commencerait alors à prendre corps et peut-être sérieusement être discutée et étudiée. Je me suis alors souvenu d'une émission diffusée il y a une décennie et consacrée au mystère des boules de pierre du Costa Rica. J'aime bien quand il cite ses sources, je me rappelle d'un documentaire que j'ai vu il y a 10 ans. C'est ma source, mesdames et messieurs. Tada! Et parler des boules de pierre du Costa Rica. Ces sphères de piedras blancas, noyau blanc, ont été trouvées dans les forêts de la vallée de Diquis dans les années 1930. 300 sphères parfaites de tailles différentes ont été retrouvées là, au plus profond de la jungle. La plus grosse mesurait 2,15 m de diamètre et pesait 16 tonnes. Ces sphères rocheuses restent une énigme, il est impossible de les dater, c'est pas forcément vrai, ça, on sait qu'elles sont... On sait qu'elles n'ont pas des millions d'années. Les pierres de Dicas. Donc la vallée de Diquis, au Costa Rica. Alors, les fameuses pierres de Diquis. Bon, de toute façon, je sais même pas pourquoi je m'emmerde, voilà. Période entre 500 et 1500. Ah! C'est dingue, ça. Tout se passe comme si il suffisait de taper pour trouver une réponse à la date. Encore une fois, il est impossible de les dater. Sous-entendu, on ne sait pas les dater du tout. Mais non, on sait les dater. Il est impossible de dater les pierres elles-mêmes, ça oui, mais on a quand même elles ont quand même été retrouvées dans un contexte archéologique qui permet de donner une fourchette. Et donc c'est la période archéologique, donc ça se compte seulement en centaines d'années, 1500 ans maximum. On est très loin des millions d'années qu'il a fallu pour transformer ces branches, ces soi-disant branches,
en fossiles. Impossible aussi d'attribuer leur réalisation à un peuple ou à une civilisation connue. Impossible. 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 Culture. La culture d'Ikis. Oh, impossible. Impossible de les attribuer à une culture. Et pourtant, on l'a attribué à une culture. Aucun homme ne pourrait les manipuler. Bah, si, suffit de les faire rouler, hein. C'est quoi ces affirmations? Ce qui frappe l'observateur, c'est leur parfaite régularité et leur taille exceptionnelle. Aucun homme ne pourrait les manipuler. Je rappelle que si c'est des graines, il n'y a pas plus de raison qu'une graine soit parfaitement sphérique que pour une pierre d'être parfaitement sphérique. Donc la logique qui dit que ce sont des graines résout pas plus la question de la perfection des sphères que la logique qui dit que ça a été fabriqué par l'être humain. Les chercheurs ne comprennent pas non plus leur utilité. Ouais, bah, regardons les chercheurs du futur s'intéresser au cas des cathédrales et essayer de comprendre à quoi ça servait. Déjà, les athées à notre époque se demandent à quoi servent les cathédrales, alors... Enfin, détail étonnant, on ne trouve pas ce style de roche à moins de 1000 km du site. Comment et pourquoi ces boules mystérieuses ont-elles pu être transportées jusque-là ? Eh bien, je ne vous donnerai pas la réponse. En Sibérie, des ouvriers ont récemment fait une découverte incroyable dans une mine de charbon de la région de Krasnoyarsk. Ils ont eu la surprise de déterrer 30 mètres sous terre une dizaine de sphères rondes et lisses d'un peu plus d'1 mètre de diamètre. On dit que ces sphères auraient la particularité de changer de couleur lorsqu'il pleut. Ah, parce qu'en plus ils se sont emmerdés à les sortir. Des journaux ont eu la bonne idée de faire courir le bruit qu'il s'agissait d'œufs fossilisés de dinosaures, et les institutions locales les ont rebaptisés perles du Jurassique. C'est ça les... Est-ce que les noyaux des fruits d'arbres géants fossilisés... Est-ce des noyaux de fossiles d'arbres géants fossilisés ou des fruits fossiles d'arbres fruitiers géants? Je sais pas, moi tout ce que je vois là c'est une figure d'érosion. Vous voyez une sphère vous là? Parce que là encore à la rigueur je veux bien imaginer qu'il y avait une sphère, et encore on voit que c'est plus un nodule. En réalité c'est un nodule, c'est une figure sédimentaire assez classique. L'absence totale de barre d'échelle est là pour vous induire en erreur en vous faisant croire que ce truc là est gigantesque, alors peut-être il ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de barre d'échelle, vous n'avez aucune idée de la taille de ce buisson. Idem pour ça, il n'y a pas de barre d'échelle. Ça ressemble à une figure sédimentaire tout à fait classique avec les lignes de sédimentation là, voilà. Ça ressemble à un nodule, et ce nodule a été mis à la verticale parce qu'il est certainement tombé de là-haut, hein. Il a roulé, bam 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 bam. Il était pas du tout sphérique parce que si vous regardez le bout qui manque est ici, est beaucoup plus petit que le bout que vous voyez là, donc il était aplati en réalité. Et là vous voyez les lignes de sédimentation. Donc bref, ce truc n'est absolument pas sphérique, est absolument d'origine sédimentaire puisqu'on voit encore les lignes de sédimentation dessus. Rien de cela n'a à voir avec les graines fossiles dont il veut nous faire croire l'existence, et le truc de Sibérie qui date du Jurassique, qui donc ne date pas du tout de la même période que ces sphères-là, ou que de ces troncs d'arbres-ci du Crétacé, ou que de ceux de Chancloson du Carbonifère, bref. On nage dans un flou artistique merveilleux. Donc on nous montrera pas ces fameuses perles du Jurassique de Sibérie, et on nage dans un flou artistique merveilleux où il n'existe que 2 temporalités, à savoir aujourd'hui et avant. Donc tant que ça se passe avant, ça peut être 1000 ans, 2000 ans, 4 millions d'années, 30 millions d'années, 300 millions d'années, 3 milliards d'années, on s'en fout, c'est avant. Voilà, il n'existe que 2 temporalités, et c'est évidemment ce que tous les scientifiques sérieux vous diront. Hein, que avant, c'est une temporalité tout à fait valide. Mais oui, bien sûr. Les boules géantes de roches découvertes sur les plages de Moeraki en Nouvelle-Zélande sont l'attraction de milliers de touristes chaque année. La mer a creusé les terres et a laissé apparaître des centaines de boules parfaitement rondes. Certaines sont à moitié sous terre, d'autres cassées ou fendues, révélant un creux central. Il y a d'autres roches qui sont connues pour avoir un vide central, ce sont les géodes. Et ouais, Dr Nozman, quand il explose des géodes, à chaque fois il ouvre la géode, il y a un vide au milieu. Ça a rien de particulier d'avoir un vide au milieu. Hein. Personne ne comprend leur origine ni la façon dont elles ont été produites. Alors, aucun chercheur de véritude, les géologues ils le savent. Hein. Selon moi, les alentours n'ont pas suffisamment été explorés. Bah oui, la Nouvelle-Zélande, c'est complètement terra incognita, mon grand. Évidemment, hein, y a personne qui habite en Nouvelle-Zélande.
Les boules ne sont pas seulement présentes sur les plages, mais aussi, en plus c'est sur des plages, quoi, je veux dire, il doit y avoir des touristes à tour de bras, arrêtez de faire croire qu'il y a personne qui allait voir, quoi. Mais aussi très loin sur les terres. Il suffit de consulter Google Maps pour le constater, et c'est pour ça que tout le monde est au courant d'ailleurs. Mais, surprise, les systèmes Google Maps nous empêchent l'approche visuelle du sol, une sorte de censure. Et la logique de cet article, elle est quand même folle, parce que dès qu'on a un petit point d'accroche, la moindre petite aspérité qui permet d'introduire la moindre forme de soupçon de théorie du complot, mais alors le mec il s'y accroche, mais comme la misère sur le pauvre peuple. Oh, c'est horrible de lire des choses comme ça, c'est... Mais surprise, le système Google nous empêche d'aller voir ce qui se passe au sol. Pourquoi la navigation au sol est également restreinte sur Google dans cette zone? Alors je tape Moeraki Boulder Beach, donc la table des bouboules, la plage des bouboules, pardon. Donc la plage des bouboules, les voilà. Admirez donc la perfecte sphéricité des bouboules. Hein, on est vraiment... Non là, ça peut pas, c'est complètement, parfaitement sphérique. Donc, la plage de Moeraki, on peut tout à fait trouver un tas d'informations sur Internet, c'est pas du tout un secret. Et donc la plage des Boulders, on va aller voir sur Google Maps, voir s'il y a réellement une censure. Alors pendant que Google Maps se charge. Composition, la roche a été étudiée par minéralogie optique, par rayon X, cristallographie au rayon X, par electron microprobe, donc par sonde électronique, et il s'agit de sédiments fins, donc de l'argile, de la marne et de la calcite, donc absolument rien à voir avec des graines fossilisées. Et donc, voyons voir un petit peu ce que nous dit Google. Moeraki Boulder Beach. Ah, dis donc. C'est vrai qu'on les voit pas. C'est vrai qu'on les voit pas, les boulders, hein. Dis donc. On les voit pas du tout. On nous cache. On nous cache des choses. Donc voilà, le grand secret, mesdames et messieurs, hein. On nous cache la vérité, tout ça. Non, mais c'est, le niveau de débunkage, là, ça arrive vraiment au ras des pâquerettes. C'est-à-dire qu'il fait tellement d'affirmations à la noix, que ça requiert des niveaux, ça requiert même pas de niveau de connaissance. Ah bon, ça se voit pas sur Google, tu vas sur Google et pouf. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon, ça se voit pas sur Google, tu vas sur Google Maps et pouf, ça se voit. Et puis tu tapes Moeraki Beach et tu vois immédiatement les boulders et tu vois immédiatement qu'ils sont pas sphériques. Ce sont tout sauf des sphères parfaites. C'est fou, hein? C'est fou. Des sphères du même genre se retrouvent un peu partout dans le monde. On aurait également découvert des semblables boules de pierre aux USA, dans le Tennessee, en Arizona, en Californie et dans l'Ohio. Elles ont toutes des structures sédimentaires complètement différentes, qui n'ont rien à voir avec les boules de Dickies. Ça se voit très bien, je veux dire, elles sont de couleurs différentes, de compositions différentes, c'est pas la même roche qui les fait, celles-là elles sont d'âge archéologique, celles-là elles sont probablement vieilles de plusieurs millions d'années. Celle de Moeraki, tiens, on n'a pas regardé de quand elle date. C'est du Paléocène, donc voilà, c'est Paléocène, on est sur du 50 millions d'années, autour de 50 à 60 millions d'années, donc c'est pas du tout le même âge que ces rochers-là. Là, on a Sam Osmanagic, le découvreur des dites pyramides de Bosnie à Visoko. Ah putain, on injecte de la pyramide de Bosnie dans le mix maintenant. Oh, Irina, viens nous aider! Sur la photo, la mégasphère, la plus grande boule de pierre déterrée jusqu'à présent dans le parc des pierres des sphères près de Zavidovici. Les hypothèses ne manquent pas sur ces sphères mystérieuses. Oui, bah ça je veux bien te croire, oui. Les sites où on les trouve sont en nombre suffisant pour se contenter d'explications plus ou moins hasardeuses. Certains ont parlé de l'œuvre d'extraterrestres, des pontes de dinosaures ou encore des vestiges d'anciennes civilisations dotées de technologies inconnues. Mais tous ces gens sont des idiots, bien entendu que ce sont des graines d'arbres géantes. Voyez bien que cette sphère de Bosnie, vu sa taille comparée à ce monsieur, a absolument tout à voir avec des arbres dont les branches faisaient cette taille-là, hein, voilà. Évidemment, ça a tout à voir. Je veux dire, vous imaginez bien qu'un arbre de 6 km devait faire des graines qui faisaient juste la taille de quoi, ça fait même pas un mètre et demi.
Ça fait même pas 1,5 m de rayon, ça. D'où elle sort la logique? C'est quoi la logique derrière ça? Donc voilà, les gens qui disent que c'est des pontes de dinosaures, des pontes d'extraterrestres ou des civilisations inconnues, mais ces gens-là, ce sont des idiots, évidemment. C'est moi qui ai raison. C'est moi et ma théorie des arbres géants qui ai raison, évidemment. En réalité, les archéologues ne parviennent pas à expliquer leur provenance. En même temps, si tu demandes à un archéologue de t'expliquer une formation géologique, évidemment, tu vas te... Évidemment que tu vas te heurter à un petit problème de compétence. Les archéologues, c'est pas vraiment leur boulot de comprendre l'origine des formations géologiques. Alors, selon le chercheur et journaliste américain Jock Doubleday, l'archéologie serait même passée à côté de la découverte la plus étonnante de la décennie, une mégasphère trouvée en Bosnie d'un poids estimé de 37 tonnes encastrée dans la terre. C'est un nodule. Une fois de plus, c'est du nodule, des structures sphériques, on en rencontre absolument tout le temps, partout, dans toutes les formations géologiques, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les compositions chimiques. Ne pas savoir la possibilité de l'existence de ce qu'est un nodule, et encore une fois, vous appelez ça une sphère parfaite, vous n'en voyez même pas la moitié, d'où vous savez que c'est sphérique ce truc-là. Oui, la partie qui sort a l'air sphérique, mais elle en a juste l'air. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trouve en dessous, comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'une sphère ? Il prétend qu'elles ne sont pas d'origine naturelle, mais qu'il s'agirait plutôt d'une construction artificielle. Les sphères sont constituées d'un matériau différent de celui des pierres classiques environnantes, la définition même d'un nodule. 9 éléments sont exactement les mêmes dans les cas des boules de pierre et de la pierre naturelle, mais étonnamment, nous fait remarquer le docteur Osmanagic, ces boules de pierre n'ont pas de dioxyde de silicium. Elles ont 2 autres éléments à la place. L'un est le manganèse que nous utilisons aujourd'hui pour donner la dureté à la matière, et le deuxième est le carbonate de calcium. Waouh, et t'essayes donc de m'impressionner avec une structure géologique en carbonate de calcium? C'est avec ça que t'essayes de m'impressionner. T'es en train d'essayer... En plus, il est teubé, parce qu'il dit... C'est pas logique. Il dit qu'il y a pas de silice dans leurs sphères, elles sont faites en carbonate de calcium. Or, elles sont censées avoir été produites à la même époque et par le même arbre que ces branches silicifiées. Donc, en toute logique, elles auraient dû se fossiliser de la même façon, c'est-à-dire en se silicifiant. Or, il vient de se tirer une énorme balle dans le pied en nous disant qu'il n'y a pas de silice à l'intérieur. Bien joué. Bien joué. Tu viens encore de te contredire. C'est dommage. Sam Osmanagic en a déduit que cette chimie incompréhensible, c'est une chimie absolument incompréhensible, voyons, du carbonate de calcium, mais vous n'imaginez même pas, voyons, un nodule en carbonate de calcium, mais ça n'existe pas, voyons. Je vois pas où vous allez chercher tout ça, je veux dire. Une formation géologique en carbonate de calcium, vous n'imaginez bien que ça n'existe pas, voyons. En vertu de quoi? Je veux dire, la totalité du bassin de Paris est en carbonate de calcium, mec. Paris tout entier est construite sur et avec du carbonate de calcium, là. Toutes les pierres de ces immeubles, de l'époque napoléonienne. Toutes les cathédrales, tout est fait en carbonate de calcium. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Voyons, des rochers en carbonate de calcium, mais vous n'imaginez pas. C'est impossible. C'est fou. La totalité du bassin de Paris, là, c'est tout fait en roche faite de coccolithophoridés. C'est tout du carbonate de calcium, les mecs. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Selon lui, pour former cette fer, il a fallu que quelqu'un ajoute artificiellement des additifs à la pierre naturelle pour la maintenir en état de fusion, afin de la couler dans les moules et ainsi obtenir cette forme sphérique. Problème, où sont passés les moules? Titre. Où sont passés les moules? Le nouveau film de Rocco Siffredi. Et puis, en quelle matière ces moules auraient-ils été conçus? Bah, oui, ouais. Alors, je t'avoue que c'est pas l'argument le plus évident pour dire que ces sphères ne sont pas d'origine artificielle, mais pourquoi pas. Mais bon, après tout, au moins on est d'accord sur une chose, oui, non, cette théorie, là, c'est des conneries, effectivement.
Pour Sam Osmanovic, aucun doute, ce sont les habitants d'une autre planète qui ont fabriqué dans notre préhistoire ces boules de pierre. Afin de... J'ai eu le temps de consulter, c'est vrai, de traverser des millions d'années-lumière juste pour venir démouler des pierres chez nous. Ouais. Alors que faire une sphère en carbonate de calcium, c'est impossible si vous la faites pas fondre. C'est impossible de tailler une pierre en rond. C'est pas possible, c'est trop compliqué. J'ai eu le temps de consulter ces rapports d'expertise et l'étude du laboratoire. Ah bah tiens, pour une fois tu t'es référé à de la littérature scientifique, c'est bien ça. En examinant les commentaires sur ces pages internet, j'ai découvert qu'une seule personne partageait mes convictions. Alors, quand tu découvres qu'il y a qu'une seule autre personne au monde qui partage tes convictions, c'est mauvais signe. C'est très 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 mauvais signe. Hein. Ça veut dire que, par définition, tous les autres gens qui se sont penchés sur le sujet, y compris des gens beaucoup plus compétents que toi, sont arrivés à d'autres conclusions. C'est pas une bonne nouvelle. C'est absolument pas une bonne nouvelle. C'est pas un truc que tu annonces comme ça fièrement. Ah ben il y a qu'une seule autre personne au monde qui est d'accord avec moi. C'est juste un grade au-dessus du vous voyez, je suis un génie incompris, je suis seul à avoir compris la vérité. Non, ça c'est pas une bonne nouvelle d'être le seul à avoir compris la vérité. C'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que basiquement tous les gens qui se sont penchés sur le sujet sont pas d'accord avec toi et que donc il y a une très 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 haute probabilité que tu racontes de la merde. Hassan Body, ingénieur dans l'énergie électrique, est le premier à avoir formulé de façon scientifique l'hypothèse que ces pierres sphériques de Bosnie sont en réalité des noyaux de fruits issus de la préhistoire qui se sont fossilisés. La composition des matières s'est transmutée chimiquement par un phénomène d'électrolyse. Mais pourquoi tu vas chercher un phénomène d'électrolyse? Il suffit de dire que ça s'est fossilisé, espèce de neuneu. Phénomène d'électrolyse. Mais dis juste que ça s'est fossilisé, pourquoi tu vas chercher de l'électrolyse, enfin? Cette opération ne peut qu'intervenir sous vide. Bah oui, bah oui. Évidemment, putain. Sans oxygène, l'hydrogène traverse la matière et se lie aux autres matières. C'est ce qu'il a pu constater lors d'expériences. Cela implique en tout cas la transformation de la matière organique. Mais pourquoi tu vas chercher un phénomène d'électrolyse sans oxygène avec l'hydrogène, le machin, l'électrolyse peut-être sous vide? Dis juste que ça s'est fossilisé, enfin. Arrête d'aller chercher plus d'explications bullshit à des trucs que tu peux expliquer tout simplement. Je vais quand même pas vous apprendre à broder des théories à la con quand même. Si? Faut vraiment que je vous explique comment faire des théories à la con? J'ai pris contact avec ce chercheur qui m'a fait remarquer que le résultat des études et expertises des matières de Sam Osmanovic sur les boules de Bosnie avait été supprimé d'internet et du moteur Google il y a peu de temps. Comme par hasard! Comme par hasard. Hassan Body aimerait en savoir plus sur ces phénomènes de la nature et compte créer une fondation afin de pouvoir les étudier sérieusement. Il compte créer une fondation. Nous pensons en fait qu'il pourrait s'agir en réalité de noyaux d'arbres fruitiers géants qui ont subi un phénomène géologique de solidification. Mais tu vas le dire, le mot fossilisation, ou bien quoi? Conclusion, enfin. Nous n'en sommes qu'au début de nos recherches. Ah bah... Eh bah c'est mal parti, hein. Nous n'avons en effet répertorié pour l'instant qu'une partie de notre quête du gigantisme. De nombreux autres édifices sont encore présentés. Il reparle d'édifices, mais les buildings dont il parlait tout au début, qui faisaient l'objet de son introduction, tout ça, on n'en a rien vu, au final. Enfin, on est d'accord qu'à la base, c'était hors sujet de toute façon. Mais, vu que c'était censé être sur les arbres géants, mais les édifices dont il parle, ils n'existent pas, ces édifices. Il ne nous les a pas montrés, donc de quoi tu parles? De nombreux autres édifices sont encore présentés aujourd'hui comme des ouvrages de mère nature. Nous exposerons prochainement d'autres éléments allant dans le sens de notre hypothèse. Nous continuerons avec le biais de confirmation, n'est-ce pas? Le chercheur américain Elderning, qui a étudié les phénomènes sur le gigantisme, c'est vous dire le sérieux du gars, nous rapporte que suivant ses calculs et études, il apparaîtrait que la Terre fut autrefois habitée par des géants de 100 mètres de hauteur. Pour le chercheur de vérité, les géants ne sont décidément pas que du folklore issu des mythes et légendes, mais d'un monde antérieur bien réel, tenu dans l'ignorance et oublié, et pas fossilisé, et n'ayant laissé aucune preuve tangible à part des trucs que vous interprétez de travers, et qui défie absolument toutes les lois de la physique, de la gravité et de la logique la plus élémentaire. Oui, mesdames et messieurs,
Voilà, c'était la belle et grande histoire des arbres géants. Je m'attendais pas à souffrir à ce point-là. Je pensais qu'on allait rigoler, je pensais que ce serait simple. Je penserais qu'après le petit débunkage rapide en disant ça c'est pas un arbre, c'est juste des orgues basaltiques, c'est un phénomène qu'on connaît. Je pensais qu'on s'en serait sorti avec ça. Eh ben non. Voilà. Ça a été long, ça a été dur. Titre. À la prochaine fois.